Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9/3/4. Je suis Marina. Et je suis Jérémy. C'est jour de rentrée à Poudlard. La 5e année commence officiellement et ce premier jour va être plutôt bien rythmé comme on va le voir. Le Choixpeau a conseillé à tout le monde de ne pas se diviser et pourtant c'est ce qui était déjà arrivé au précédent chapitre entre ceux qui croient à Harry et Dumbledore et ceux qui ne croient pas au retour de Voldemort. Et cette fracture va encore plus se faire sentir avec le premier cours de ce sale crapaud d'ombrage. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne se divisera pas, nous, et surtout pas avec notre invitée auditrice du jour. Il s'agit de non Marina, mais Marie. Marie cette fois, oui. Salut Marie, tu vas bien ? Ça va et vous ? Ça va. Comment tu appréhendes cet épisode ? Ça va. Un peu de stress, mais du bon stress. Bon, c'est cool. Tu fais partie de nos invités timides, qu'on va rentrer dans la case timidité, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et, ça va alors. Et on sait que certains et certaines qui nous ont envoyé un vocal pour candidater, vous sortez de votre zone de confort en faisant ça, alors encore plus quand on vous accepte. Donc bravo à vous, en plus de le faire en live. Et donc bravo à toi, Marie. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices, nous dire comment tu as découvert Harry Potter, voilà, ça a quelle place dans ta vie d'adulte aujourd'hui, etc. Bah, du coup, j'ai découvert Harry Potter grâce à ma maman, parce qu'elle lisait les livres. Elle a commencé avec le 5, justement, je m'en suis rappelée en lisant le chapitre. Et donc, j'étais assez petite, moi j'ai 25 ans, donc j'avais 6 ans quand le livre il est sorti. Et en fait, je voulais qu'elle me raconte son livre, et du coup, elle me racontait Harry Potter, et après j'ai voulu regarder les films, parce que j'étais trop petite pour lire, de toute façon, à 7 ans, ça aurait été un peu compliqué de commencer Harry Potter. Surtout le 5. Du coup, oui. Du coup, j'ai saigné tous les films qui étaient sortis en boucle, continuellement. Et aujourd'hui, bah, ça prend pas tant de place, si ce n'est que j'en parle beaucoup et que je regarde beaucoup les films et que ça agace sûrement les gens à qui j'en parle énormément. Et du coup, ta porte d'entrée, ça a été le 5e livre. T'avais pas vu de film avant ? Non, en fait, elle me le racontait et après, j'ai voulu regarder le 1. Mais elle a commencé à me parler du 5, elle me disait bon bah là il y a Harry et il y a Groupe et enfin elle me parlait du 5 en fait, mais je comprenais pas, enfin wow, le 5 ouais, c'est un peu tu devais pas beaucoup comprendre. Spoiler alerte. Oui, c'est ça. Méga spoiler. Mais j'étais contente qu'elle le partage avec moi en fait, donc c'est pour ça que j'ai voulu commencer à regarder les films. Ok. Et ça te fait quel âge aujourd'hui ? 25. 25, ouais. On n'a pas 10 ans d'écart, mais pas très loin, effectivement. Et du on coup, n'a pas 10 ans d'écart, tu lui as dit ? On n'a pas 10 ans d'écart, mais presque. Ouais, à 2 ans près, on a 10 ans d'écart. Hein. Elle est née en 2000. Elle a 25 ans, j'en ai 33, Marina. Tu vas en prendre 33 ? Bah oui, mais elle est née Oui, Marina, elle réalise un petit peu là. Hein. Oui, on est né au début des années 90. Hein. Et oui. Oui. Ouais, c'est clair. Et du coup, toi, c'est ça, 7 ans. Et alors, je me souviens plus dans la timeline, mais quand le 5 était sorti, oui, t'as quand même pu voir peut-être une sortie de film, non, peut-être le dernier ? Ouais, je suis allée voir le dernier, j'avais, je pense, 13 ans, quelque chose comme ça. Ok. 13 ans, je pense. Donc la partie 2, vraiment le tout dernier film. Ok. Bah super. C'est vrai que la génération de Marie, peut-être, il y a beaucoup de fans, évidemment, parce que c'était très présent un peu partout hein, aussi. Mais il y avait peut-être un peu plus d'enjeux parce que, voilà, à votre âge, vous avez pris le truc en cours de route, en fait. Alors que nous, qui sommes nés au début des années 90, on a vu le premier film sortir au cinéma. Quand on a un peu les OG, quoi. Ouais. Mais ouais, puis surtout, moi j'avais les acteurs et du coup j'étais vachement fan de certains acteurs. Ouais. Du coup, il y avait ce truc de genre, ils sont célèbres, plus qu'un livre qui est moins comme ça, dans la célébrité. Est-ce que toi, t'as découvert par le 5, est-ce que t'as un livre préféré ou un film préféré aussi ? Est-ce que t'as une affection particulière ? Moi, mon livre et mon film préféré, c'est le 3, les deux. Alors que je trouve que c'est une piètre adaptation, mais j'ai toujours aimé le 3. Et quand je l'ai lu, j'étais encore plus contente de découvrir tout ce qu'il y avait de plus, donc c'est aussi mon livre préféré. Ouais, je comprends. Moi, j'adore le
J'adore le film, et je suis d'accord qu'en termes d'adaptation, c'est peut-être pas le meilleur. Voilà. Enfin, on l'avait dit à notre lecture du tome 3, mais c'est même pas précisé dans le film qui sont les maraudeurs, ce qui est quand même incroyable Oui. quand on y pense. Peut-être Mais des du trucs coup, que la série HBO il corrigera. va rajouter, Ouais, j'espère. ouais. Mais c'est vrai que, genre, même si j'avais pas lu les livres, j'avais quand même pas mal d'infos, ce qui faisait que, en fait, je savais qui c'était, mais je savais pas pourquoi, mais dans ma tête, j'avais plein d'infos des livres parce qu'on me les partageait, et du coup, j'avais pas trop ces trous narratifs que pas mal de gens ont des films, Ouais, donc ça allait en termes de ouais. cohérence. Et comment t'appréhendes, toi, la nouvelle série? Est-ce que c'est une adaptation que t'attends ou pas particulièrement? Ah, moi, je l'attends énormément. Je sais Ok. que beaucoup non, mais en fait, je me dis que ça va juste pouvoir enrichir ce que j'ai déjà avec, genre plein en fait, tout ce qu'il y a pas dans les livres, je pourrais le retrouver, à l'écran et ça me fait plaisir. Bah, on espère en tout cas. Et que penses-tu Ouais. du casting du Golden Trio? Je les trouve adorables. Mm. Franchement, je les trouve, très, ça me satisfait beaucoup, donc je me dis à partir de là, bon, ça va, c'est déjà ça. Ouais, si vous écoutez le podcast après coup, là, on est vraiment dans l'actu parce que on enregistre, on est le 30 mai, c'est le casting de Harry, Ron et Hermione nous a été annoncé il y a quelques jours, voilà. Donc on est en plein dedans. Ça a été, je m'y attendais pas moi. Enfin vraiment, c'était tout est arrivé d'un coup. Ok, la photo, ok. Et non, c'est intéressant ce qui se passe parce que là, à partir de maintenant, on va avoir de plus en plus d'infos évidemment. Le tournage commençant cet été, voilà, ça va être assez excitant de suivre ça, même s'il va falloir être patient parce que ça En sort pas tout de suite. Bretagne. Notamment en Breton. Bretagne, ouais. Ça a déjà commencé sur certains plans de décors en Bretagne. Paraît-il, attention, rien n'est sûr. En plus, vous êtes pas loin de la Bretagne. Nous, on n'est pas loin, bah ouais, on aurait préféré la Normandie, mais écoute, la Bretagne, pourquoi pas. Ça peut se comprendre, Bah, c'est cool, merci Marie, je pense que les auditeurs et les auditrices t'identifient un petit peu plus. Pour l'after show, est-ce qu'on explique ce qu'on va faire? Ah, t'as un crackers dans la bouche. Bon, bah, j'explique. Donc, j'explique. C'est au dernier after show, on a fait un after show sur Luna. Enfin, l'avant-dernier, je sais plus. Oh, tu me les rends. Je le vole. Sinon, je sens le truc. Vas-y. Donc, ça veut dire que je vais devoir manger le guacamole à la petite cuillère. Ouais. Enfin bref, désolé. On a fait l'after show sur Luna Lovegood, était plutôt sympa. C'était très agréable et donc du coup, on a voulu refaire avec Ombrage. Ça va être sympa, je sais pas. Est-ce qu'on va réussir à avoir pas mal d'informations sur cet Ombrage? Savoir que quand elle est née, elle était une douce fillette, très charitable. Et comment elle a évolué en petit soldat du ministère de la magie. Ouais. On va prolonger la discussion dans l'after show. Ça sera intéressant, évidemment. C'est pour les abonnés Patreon. Mais en ce qui nous concerne, là, tous, sur ce chapitre 12, c'est la rentrée. Donc, ça y est, on est dans notre 5e année à Poudlard. Alors, on met ses beaux habits de la rentrée, sa nouvelle trousse, son petit cartable, ses nouvelles nags trop stylées avec lesquelles on a saoulé nos parents. Désolé, papa et maman. Mais c'est pas le sujet. Place au chapitre 12 de ce tome 5. Harry Potter et l'ordre du Phénix. Chapitre 12. Le professeur Ombrage. On se retrouve à nouveau dans le dortoir. Alors attention, ça va être une petite ref. Je ne sais pas si tout le monde peut la voir, mais dans une ambiance, mais vraiment, la Rome, mais vraiment. On a la Alors, ref. vous avez la ref, c'est bon? Non. Ça vient de l'émission 4 mariages pour une lune de miel. Ah bon, ok. Où en fait, c'est une édition maman-fille et le thème de la robe, elle est bleue. Ah, bravo Marie d'avoir eu la ref, parce que moi je savais pas. Et donc du coup, à l'interview, la mère et la fille qui devaient juger, entre guillemets, voient la robe et elle fait « Mais une robe vraiment ?» Bref, ça m'a fait rire. Pardon. Hermione rejoint ses deux amis, Harry et Ron, au milieu de la salle commune. Mais avant même qu'elle découvre ce qu'il s'est passé la nuit dernière, elle est choquée en voyant l'annonce placardée. Les jumeaux Weasley recherchent des cobayes pour leurs expériences de farce et attrape.
Hermione arrache tout de suite l'annonce. Ils ont dépassé les bornes. Il faut vraiment que Ron et elle leur parlent de leur comportement. Mais Ron, lui, il est pas ravi d'empêcher ses frères de faire leur petit business. Bien que oui, Ron, c'est désormais ton rôle d'être préfet. Il n'avait pas anticipé ça. Et ouais, pas quand ça t'arrange. Tu vas devoir peut-être donner des retenues à tes frères, à ta sœur ou encore à tes amis proches. Après avoir quitté la salle commune, Hermione remarque qu'Harry est en colère. Comme il ne répond pas tout de suite, c'est Ron qui s'en occupe. Il lui apprend que Sémus ne croit pas Harry quand il dit que vous savez qui est revenu. Au lieu de s'offusquer, Hermione soupire. Mais en fait, malheureusement, Sémus n'est pas le seul dans toute l'école à penser ça. Lavande aussi. Et Dark Harry accuse Hermione d'avoir débattu avec Lavande calmement du fait qu'il est un crétin qui cherche à se faire remarquer. Alors là, il s'est fait toute une histoire dans sa tête. Et en fait, Hermione lui répond calmement à son meilleur ami que non, elle a juste dit à Lavande de se la fermer une bonne fois pour toutes et que ce serait bien si Harry arrêtait de leur sauter à la gorge à la moindre occasion. Bon, au bout d'un moment, il va bien finir par croire que ses amis sont avec lui. Harry s'excuse. 2 mois seulement après le retour de vous savez qui, les divisions se font déjà sentir. Et le choix, Paul l'a bien dit, rester ensemble et unis. Ron n'étant pas un grand analyste, en conclut que si l'unité c'est faire ami-ami avec les Serpentards, il en est hors de question. Évidemment, cette conclusion met Hermione de mauvaise humeur. Justement, il faut de l'unité entre les maisons et entre toutes les maisons, pas celle qui nous arrange. Dans la grande salle, Hagrid brille encore par son absence. Mais avant qu'il puisse encore en parler plus longtemps, Angelina se rue sur Harry. Elle passe vite fait sur les formalités d'usage et annonce à Harry qu'elle est la nouvelle capitaine de Quidditch. Pour une fois, Harry semble content de cette nouvelle, surtout que la nomination d'Angelina va certainement alléger les anciens longs discours de Dubois. On n'annule pas le Quidditch. En plus d'avoir perdu leur capitaine, ils ont aussi perdu leur gardien. Angelina va donc programmer des essais ce vendredi à 17h et elle souhaite que l'équipe soit au complet afin qu'ils choisissent ensemble le nouveau membre pour le bien de l'équipe. Hermione a complètement oublié que Dubois avait terminé son cursus à Poudlard. Et pour Ron, ça va être sympa pour l'équipe, c'est ce qu'il pense. Et là, je pense que son petit projet de rentrer dans l'équipe de Quidditch germe, je pense. Ouais, je pense que ça vient de là, ouais. Parce que peut-être qu'il n'avait pas anticipé le fait que Dubois partait et qu'il allait devoir être remplacé. Mais Ouais, quand ils avaient un peu oublié, en fait. Ouais. Mais quand il Mais entend en Angelina fait, en parler, ouais, je pense que oui. il le sous-entend un peu pour... Enfin, je pense que ça germe à ce moment-là dans son esprit. Il se dit, bon, peut-être potentiellement, ça sera moi et je m'entends bien avec tout le monde et ça lui fait plaisir aussi de le rappeler. Ouais. Et par contre, ce que j'ai oublié de vérifier, c'est comment on est nommé capitaine. Un peu comme préfet, je pense. Je pense que c'est McGonagall. En vrai, ça doit être ton directeur ou ta directrice de maison. Oui, c'est ça. C'est quand Harry devient capitaine. Je crois qu'il l'apprend. Il a son badge de capitaine de l'équipe avec sa lettre de rentrée. Tu vois, c'est un peu comme un badge de préfet, quoi. Tu le reçois au même moment. Donc, je pense... Alors, soit c'est le directeur, soit c'est les directeurs de maison. Mais ouais, ça vient de là. J'avais noté juste un petit truc. J'aime bien noter les mots que j'utilise pas ou que je connais pas ou dont j'ai oublié le sens. Il y en a un là au tout début du chapitre, c'est Harry qui se dit combien de fois devrait-il encore subir ce genre d'avanie? Vous connaissiez ce mot, avanie? Pas du tout. Ça veut dire un traitement humiliant, un affront public. Ça fait un peu, je pense, soit français littéraire, soit vieux français. Surtout que j'ai regardé en anglais. En anglais, dans le texte, c'est to take. Tu vois, c'est vraiment un truc hyper commun. Mais des fois, Jean-François Ménard, il a ce truc un peu d'utiliser un orthographe, hein. Enfin un vocabulaire plutôt assez fouillé. Mais là, avanie, je connaissais pas. Voilà. Et puis, il y a aussi le moment où, du coup, Harry, avant de rejoindre la grande salle pour le petit déjeuner, il descend. Je crois qu'il y a des élèves de Serdaigle qui l'évitent. Quand j'ai lu ça, je fais c'est bizarre quand même. Genre, ils ont vraiment peur que Harry les tue comme il aurait tué Cédric, quoi. C'est un peu la. Enfin, ouais, c'est la bête noire. C'est fou, ouais. Bah après, Harry, il a l'air d'avoir un comportement un peu, je pense, dans sa gestuelle, un peu passif-agressif. Du coup, à tout moment, il les regarde super mal. Ils sont là en mode, ok, déjà, on sait pas ce qui s'est passé. En plus, ils nous regardent mal. On va l'éviter. Ouais, c'est clair. Puis Hermione, elle a pas tort quand il dit qu'il leur saute à la gorge, là, pour le coup.
Ouais, il est C'est vrai. agressif, c'est pas la première fois. Pourtant, Hermione et Ron ont fait leur preuve. Hein. Et puis surtout, Hermione, c'est la seule à le remettre un peu, enfin pas à sa place, mais à lui rappeler qu'ils sont là parce que Ron, il est un peu passif, il le regarde, bon, t'es énervé, tant pis. Hermione, elle lui dit non, on est avec toi et c'est bon quoi. Il Ouais. doit Ça sentir suffit. ridicule, Harry, quand même. Quand Hermione lui dit bah non, en fait, je lui dis de se la fermer une bonne fois pour toutes. Ouais. Ouais, il doit se sentir un peu con, quoi. Ouais, mais il a tendance à s'isoler, Harry. Puis ouais, c'est. Alors après, on avait eu ce grand débat déjà, mais tu sais, leur Crux et tout qui va prendre de l'importance, ça nourrit peut-être ses idées noires. Et donc, à chaque fois que, ouais, par exemple, quand Hermione lui fait ce genre de remarque, tout de suite, il se sent un peu coupable, tu vois. Il se sent un peu mal. Mais ça l'empêche pas de recommencer à chaque fois, donc ouais. C'est son caractère, malheureusement. Ouais. Et puis il a pas l'impression d'être soutenu par personne, même pas par les gens qui sont le plus proches de lui. C'est vraiment personne ne m'aime, personne ne m'écoute. Même pas Ron et Hermione qui sont là tout le temps, quoi. Personne ne me comprend. Ouais. Après, c'est ce qu'on ressent ado, donc oui, c'est un peu spécial parce que en fait, il combat la mort tout le temps. C'est à cet instant que les hiboux C'est à cet instant que les hiboux font leur entrée dans la grande salle. Les trois amies, Hermione est la seule à recevoir quelque chose, la gazette du sorcier, au grand agacement d'Harry. Hermione lui dit qu'il est nécessaire de savoir ce qui se passe chez l'ennemi. C'est très important. Ron reçoit des mains de McGonagall leur nouvel emploi du temps. Et aujourd'hui, apparemment, c'est horrible. Histoire de la magie, donc Bints. Double cours de potion, donc Rogue. Divination, Trelawney. Et double défense des forces contre les forces du mal par notre cher Ombrage. Ron espère plus que jamais que les boîtes à flemme soient une réussite. Et au moment où il dit ça, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Fred et George s'installent près d'Harry. Effectivement, ils constatent que l'emploi du temps de lundi de leur petit frère est très dur. Et c'est bien pour ça qu'ils lui proposent des nougats nés en sang à prix réduit. Mais il y a anguille sous roche, voire, j'ai découvert cette expression, apparemment c'est malgache, murène sous patate. Ah, ok. Alors s'il y a des gens de Madagascar qui nous écoutent, est-ce que c'est quelque chose sur Internet qui se dit, mais en fait, en réalité, ça ne se dit pas du tout. Mais j'ai beaucoup aimé la murène sous patate. Ce serait quand même une coïncidence folle que quelqu'un nous écoute de Madagascar. Les jumeaux font l'effort de baisser le prix parce qu'il y a un petit souci. Si Ron essaye leur fameux nougat né en sang, il va saigner du nez sans s'arrêter. Ils n'ont pas trouvé d'antidote. Donc ça rassure, mais quand je me dis ça peut déclencher une hémorragie très grave, mais ça veut dire qu'eux-mêmes l'ont testé. Ouais, je pense qu'il y a quand même un moyen par la magie, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont juste pas trouvé encore le truc, tu sais, où tu manges la deuxième partie de la confiserie terminé. pour que ça s'arrête. Mais bon, par la magie, il suffit de jeter un sort. Mais du coup, ça reste un prototype parce que le produit n'est pas complètement au point, quoi. Oh, les prototypes. Je me Ils se demande... disent à tout moment, Madame Pomme Fraîche, elle règle ça, c'est bon. Ouais. Ron, il est pas en danger de mort, on peut lui refiler. Ouais. D'ailleurs, petit point de traduction sur boîte à flemme. En anglais, vous savez comment ça se dit? Pas du tout. C'est Skiving Snack Boxes. Et c'est assez littéral. Snack boxes, donc vraiment boîte de snack. Et skive, c'est vraiment sécher les cours, quoi. Ouais. Esquiver et sécher les cours. Skiving Ils ont Snack vraiment Boxes. des bons noms de produits. Ouais. En termes de marketing, ils sont bien quand même. Très vendeur, ouais. Ça marche mieux en anglais, je trouve. Skiving Snack Boxes, il y a un truc. Skywind. Comment? Skiving Snack Boxes. Il y a une allitération en S. Et d'ailleurs, à propos des boîtes à flemme, Hermione met les pieds dans le plat. Il n'est pas question qu'ils continuent à mettre leurs affiches partout. Leurs affiches, je rappelle, de demande de cobayes pour leur farce et attrape. Et George, il est étonné. Bah oui, après tout, c'est bizarre qu'on leur interdise de mettre des annonces pour trouver des cobayes dans une école pleine de mineurs. Alors, je crois qu'il y a un truc plus tard dans l'histoire où, en fait, en gros, Hermione va découvrir que c'est pas interdit dans le règlement tant que il les rémunère pas ou quelque chose comme ça, il me semble. Mais c'est encore pire. Ouais. Ils testent, ils ont pas d'argent. Ouais, c'est juste cobaye.
Ou alors c'est parce qu'il était sur eux-mêmes, je ne sais plus. Mais bref, à vérifier. Et bon, évidemment, elle mêle Ron à tout ça, mais se désolidarise totalement d'Hermione devant ses frères, bien entendu. On s'en était douté dès le départ. Selon Fred et George, Hermione va vite changer d'avis quand elle va commencer la préparation des buses. Larmes, sanglots, crises de nerfs, évanouissements. Mais bon, enfin, tout ça, si on se préoccupe d'avoir des bons résultats. Mais eux, ils ont toujours gardé le moral. Et en même temps, Ron fait remarquer qu'ils ont eu que 3 buses chacun. Et là, Fred a une réplique très intéressante. Il dit « Nous n'avons pas la très nette impression que notre avenir se situe dans un autre monde que celui des performances académiques. » Et je trouve ça très intéressant. Bah, c'est vrai, hein, surtout, Mais oui. je pense qu'ils sont clairs sur ce qu'ils veulent faire. Et ils savent très bien que obtenir le max de buses et d'aspic, en fait, ça va pas leur donner la voie sur ce qu'ils veulent faire vraiment, en fait. Ouais. Et puis, ils ont quand même tout un plan quand même marketing. Ils partent pas comme ça sans rien. Ils font leurs petits tests, ils ont leurs petits plans, ils font, je crois qu'ils disent... Ils vont faire une étude de marché. Une étude de marché. Donc, ils sont calés en vrai. Enfin, ils partent et ça va aller. Ouais, ils sont plus autodidactes, les deux. Ils n'ont pas forcément besoin de cours avec des professeurs qui vont leur apprendre comment faire. Ils sont plus dans l'innovation, en fait. Ils créent leur propre marché par eux-mêmes, quoi. Et ouais, hein, c'est des entrepreneurs, en fait. Entrepreneurs du monde de sorciers. Aussi, ils précisent qu'ils sont restés juste parce que Percy était un horrible crétin et ça m'a fait rire. C'est bien d'être resté pour ça, juste pour prouver. J'ai noté le détail aussi où, je sais plus si c'est Fred ou George ou les deux, mais ils mangent du hareng fumé au petit-déj. Ah, j'ai failli le noter. Le retour du hareng. Le retour du hareng, on en avait eu au Square Grimoire, ouais. Et ouais, so British. Et ne s'était pas lavé les dents et avait pris le métro, je crois, en fuyant le hareng fumé. Ouais, sans brossage de dents, hélas. Et les jumeaux Weasley se sont même interrogés sur la pertinence de revenir pour leur 7e année. Surtout que depuis, ils ont... Heureusement, Harry les interrompt d'un regard. Il ne veut pas que les autres soient au courant pour le sac d'or. Ce sujet, je pense qu'on l'a déjà abordé. Oui. Mais pourquoi il ne le dit pas aux autres pour le sac d'or ? Il le dit pas maintenant... Je sais pas pourquoi. Là, il pourrait très bien le dire à Ron et Hermione en vrai, mais ouais. En fait... Hermione, je pense qu'elle dirait que c'est totalement irresponsable parce que ça aurait pu servir pour la SALE, pour la libération des elfes. T'imagines, il lui donne les 1000 galions pour la SALE, je crois qu'elle fait une syncope. Et je pense que, sincèrement, Ron serait jaloux. Ouais, j'ai pensé ça aussi. Que son meilleur ami... En fait, il les voudrait pas, mais il se dirait, il les a donnés à mes frères, quoi. Même s'il les avait pas pris lui. Ouais, mais après, plus tard dans l'histoire, Ron va l'apprendre et il va très bien le prendre. Ah bon ? Ouais. Mais c'est peut-être la peur de Harry. Enfin, il a peur de ça. Oui, Harry a peur de ça, peut-être, ouais. Oui, parce qu'il est gêné, en fait. Il veut pas que ça se sache. Après, il peut pas le donner à Ron comme ça, tu vois. Puis Ron l'aurait jamais accepté. Puis même s'il accepte, Ron, est-ce qu'il aurait acheté pas plein de bêtises ? Ouais, c'est ça. Alors que là, Harry, il voit l'opportunité idéale avec Fred et George à la fin du 4, c'est qu'ils ont un projet et donc du coup, en fait, ils financent leur projet. C'est pas juste, tiens, je te donne de l'argent parce que t'es pauvre, quoi. C'est pas ça du tout, quoi. Il a fait un investissement, Harry. Il aurait dû demander au moins des parts dans les personnes. Mais oui, un peu plus tard, dans le tome 5, Ron et Hermione seront au courant. Et on en avait parlé parce que même Ron, il dit « Ah, bah maintenant, je peux dire à maman que... voilà. » Et on va s'inquiéter. Et du coup, la question, c'est de savoir est-ce qu'il a vraiment écrit cette lettre ? Est-ce que Madame Weasley a vraiment appris que Harry avait donné 1000 galions pour la boutique de Fred et George ? Je ne sais pas. À vérifier si c'est dans le 5. Je me demande si c'est pas dans le 6, en fait. Je suis pas sûr de moi, là. Mais en tout cas, malgré cette réflexion, les jumeaux Weasley sont restés. Ils n'auraient pas supporté la syncope qu'aurait faite Molly si elle avait vu ses jumeaux quitter l'école trop tôt. Surtout au moment où le lien entre Percy se rompt, en fait, entre Percy et sa famille. Cette année n'est cependant pas perdue pour eux. Ils vont la mettre à profit pour faire une étude de marché des besoins en farce et attrape de l'élève moyen. Et là, je me dis, ils sont super intelligents et autonomes et autodidactes. Parce que à Poudlard, il n'existe vraiment pas de cours sur la gestion, sur le marketing, sur comment tenir une entreprise, sur la comptabilité, sur les études de marché. Moi, je pense qu'ils se sont plus inspirés d'autres boutiques.
ce soit sur le chemin de traverse Ouais, c'est ça. ou après Préolard. Ils doivent très bien connaître Zonko. Et en fait, ils ont juste pris des notes, comment ça marchait pour. Ouais, carrément. Ils sont au lycée, donc c'est à peu près l'équivalent du lycée. Nous non plus, on n'a pas de cours là-dessus en réalité. Et tous les gens qui créent leur business, c'est juste, ils prennent ce qu'ils aiment et ils se débrouillent tout seuls avec les autres gens qui ont réussi. Donc c'est vraiment, ils ont l'intelligence de développer leur business tout seul, quoi. Et ça va marcher pour les Weasley. Et moi, je me dis aussi, ils doivent avoir du temps libre parce qu'on est d'accord que. Attends, ils sont en 7e année, là, Fred et Georges. J'ai un doute. Ouais, c'est leur dernière année. Ouais, c'est leur dernière année. Ok. Mais quand ils ont eu leur buse, ils ont eu 3 buses en 5e année. Mais ça veut dire qu'ils ont que 3 cours depuis l'année dernière? Je sais pas. Parce que tu peux choisir que les. Enfin, tu peux garder que les matières pour lesquelles tu as eu tes buses. Je sais pas, parce que là, par exemple, plus tard, je vais parler des aspics. On pourra peut-être en reparler à ce moment-là. Je vais continuer. Le passage de la lettre que Ron écrit pour Émile Galion, c'est dans le chapitre 30 du tome 5. Ok. Merci. Brusicor. Et Hermione pose la question. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que vous comptez financer ce projet? Et là, la répartie de génie, en gros, pose pas de questions si tu veux pas entendre des mensonges. Et tu sais, je me suis dit, en fait, c'est trop cool parce que ça peut te servir à te dégager de situations un peu embarrassantes. Mais en fait, il faudrait des réponses ouvertes. Parce qu'imagine, tu me poses la question, Marina, est-ce que tu me trompes? Et là, si je te dis, ne pose pas de questions si tu ne veux pas entendre de mensonges, la réponse, on peut pas l'éviter, en fait. Faut que ça soit une question ouverte. Je pense que c'est vraiment pour lui dire de toute façon on va te mentir, donc la réponse est problématique. Tu sauras pas. C'est un peu non, je le sais pas, mais même si je le savais, je te le dirais pas. Enfin voilà, il y a un peu. Il peut pas le dire pour. En fait, s'il y aurait pas eu Harry et la demande de ne pas le dire, je pense qu'il aurait dit les jumeaux. Il l'aurait dit peut-être. Ouais. Après le départ des jumeaux, Hermione interroge du regard Harry et Ron. Cette réponse, ça veut dire qu'ils ont assez d'argent pour commencer leur boutique. Et Ron, ça a fait un peu la même réflexion cet été, parce que justement, pendant les vacances, ses frères lui ont acheté de nouvelles tenues de soirée. Et j'ai trouvé ça trop mignon de la part des jumeaux, parce que certes, ils ont leur boutique, ils paraissent être que dans leur truc, peut-être un peu égoïste, mais je suis sûre qu'ils ont acheté un peu de trucs à tout le monde, tu vois, des petits cadeaux à tout le monde, et j'ai trouvé ça trop chou. Mais c'est pas Harry qui leur demande à la fin, je vous les donne, mais achetez des tenues de soirée à Ron. Et là, c'est un peu genre, ouais, je crois. Et du coup, ils ont un peu respecté leurs paroles, mais c'est quand même mignon parce qu'ils ont dû les choisir en mode bon. C'était une des conditions de Harry. Ah oui, c'est vrai. J'espère qu'ils ont fait des petits cadeaux à leur famille. Après, en même temps, ils pouvaient pas trop non plus parce que ça serait un peu bizarre de voir. Oui, ils peuvent pas trop flamber là. D'où sortent ces galions, quoi. Ouais. Bon, c'est le moment pour Harry de dévier un peu le sujet de conversation parce que ça devient un peu chaud pour lui. Et il change de conversation et pose la question de est-ce que c'est bien vrai que les examens vont être plus durs cette année? Selon Ron, c'est évident. Les bus déterminent le métier que tu feras plus tard et que dans l'année, ils vont avoir des conseils sur leur orientation. Ce qui va aider pour les aspics de l'année suivante. Donc les bus déterminent le métier que tu feras plus tard, mais du coup, vu que t'as moins de bus, t'as moins le choix dans ton orientation, en fait. C'est un peu comme si ça resserrait, genre comme si tu vas en S, t'as plus de chances d'être médecin que journaliste. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Il me semble que c'est en 3e année où ils pouvaient choisir certaines matières plutôt que d'autres. Et en gros, du coup, toutes les matières qu'ils ont depuis la 3e année, me semble-t-il, en fait, ils peuvent valider des bus dans toutes ces matières-là s'ils ont des excellents résultats. Et après, tu peux continuer ces matières en aspi que si tu as confirmé tes bus, en gros. Et c'est un petit peu ça. Mais par contre, moi, je me suis fait la réflexion, c'est vrai que là, ils sont en 5e année, c'est-à-dire l'équivalent de la seconde pour nous, la seconde au lycée général. C'est quand même tôt pour faire des choix de carrière. Parce que, alors, je sais pas, quand tu as cet âge-là, quand tu as 15 ans, 14-15 ans, est-ce que tu es vraiment armé pour savoir, ah tiens, c'est vraiment ça qui m'intéresse, etc. Enfin, même nous. Et même, on le demande plutôt que la seconde. Nous, c'est 3e. Oui, pour parce savoir que tu si on choisis entre en général ou autre. Je sais plus, professionnel, je crois.
Et puis eux, je crois qu'ils ont pas d'études supérieures. Du coup, ils peuvent même pas après dire bon, je vais faire une petite formation. Bah, c'est ça le truc. Ouais. C'est Dans un fou domaine, quand c'est même. vraiment à 15 ans, tu choisis, tu Ouais. sors, tu travailles. Ouais, parce que moi, tu te dis, dans le monde moldu, certes, on fait des choix aussi tôt que ça, mais bon, il y a toujours le moyen de revenir en arrière ou de rattraper, par exemple. Enfin, il y a toujours des ponts à faire en fonction des choix qu'on a fait dans le passé. En tant que sorcier, ouais, ça a l'air d'être vachement déterminant pour leur Mm. avenir quand même, alors qu'on le rappelle, ils ont 15 ans, quoi. Ouais. Et après, c'est peut-être des formations internes dans ce qu'ils veulent faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, genre au ministère, une formation Ouais. pour Ouais. être dans tel ou tel cabinet. Bah, on le sait pour Aurore, par exemple, parce que Harry veut devenir Aurore. Je crois que Ron va faire le même souhait, là, tout de suite. Évidemment qu'il y a d'autres formations. Enfin, c'est pas en sortant de Poudlard avec des aspics qui correspondent à la formation d'Aurore qu'on est Aurore. Non, justement, en fait, ça nous ouvre à la formation d'Aurore. Donc, en fonction du métier qu'on veut faire, qu'on vise, il peut y avoir effectivement des formations après Poudlard. Ouais, tu peux avoir 1000 carrières, hein, je pense. Hein. Ouais. Enfin, même s'il n'y a pas beaucoup non plus de carrières dans le monde des sorciers. Sur le chemin du cours d'histoire de la magie, Harry demande aux autres s'ils savent ce qu'ils veulent faire après Poudlard. Ron aimerait devenir Aurore, mais selon lui, c'est l'élite du monde des sorciers. Et en l'écoutant, on sent bien qu'il ne se sent pas légitime et assez bon pour être Aurore. Hermione, elle veut faire quelque chose d'utile. Elle l'a dit. Et ça a un peu rendu chafouin Ron, parce qu'il dit, mais Aurore, c'est hyper utile. Et Oui. elle veut plutôt être dans le le milieu associatif, parce que rien qu'elle dit, elle aimerait bien développer la SALE, en fait. Donc, c'est Ça, surtout qu'Hermione, c'est elle parce fait un qu'elle peu... veut pas dire qu'elle veut devenir ministre de la magie, Ouais, ce qu'elle c'est ça. deviendra. Et faire C'est les bouger les féministes, choses, en fait. Ouais, non, c'est intéressant. Parce qu'Hermione, elle pourrait être une super prof aussi. Enfin, elle pourrait faire plein de choses. Mais là, c'est marrant parce qu'on sent qu'elle veut. Quand elle dit quelque chose de vraiment utile, c'est-à-dire qu'elle veut avoir un poste décisionnaire pour le monde de la magie, avoir une force de décision, etc. Ouais, elle veut faire entendre sa voix, clairement. C'est pas étonnant qu'elle aura un poste très important au ministère plus tard, quoi. Ouais, puis aider les gens aussi, on sent un peu un aspect militant. Alors elle est jeune du coup, et ça, c'est les prémices de son mandat de ministre. Ouais. Un petit peu. Comme d'habitude, le premier cours d'histoire de la magie de l'année n'échappe pas à la règle de la somnolence provoquée en 10 minutes et 5 minutes par temps chaud. J'ai bien aimé le petit détail dans le texte. Harry et Ron ont toujours passé de justesse cette matière grâce aux notes d'Hermione qui paraît immunisée au ton de Binns. Aujourd'hui, ils ont droit à un cours sur la guerre des géants. À la fin du cours, Hermione est exaspérée. Harry et Ron ont passé le temps à jouer au pendu, comme si c'était acquis qu'elle leur donne ses fiches de notes à la fin du cours. Ron essaie la flatterie, mais ça ne marche pas, enfin, presque. Ouais, parce qu'il y a il sait comment flatter son ego à Hermione et ça marche toujours un peu quand même. Hein. Et là, je reviens sur la guerre des géants. J'ai regardé s'il y avait une explication, une anecdote et tout. Mais ça a été repris, le fameux cours de Binns sur la guerre des géants a eu lieu par... Alors, est-ce que Secret de Poudlard, tu penses qu'il fait partie du canon ? Ça regarde chacun. Attends, c'est quoi la ref ? Secret à Poudlard. Et c'est quoi ? Tu sais, c'est le petit jeu mobile là où ok, d'accord, ok. Ah oui. Donc c'est en 88-89 et eux, au lieu de faire du pendu, certains élèves faisaient des batailles explosives, un peu moins discret. Donc après, il reprend son cours en 95-96 et il réapparaît dans Wizard Unit aussi. Donc je t'en ai parlé tout à l'heure parce que j'avais totalement oublié que ça existait. Le Pokémon Go à Harry Potter. Ouais, c'est mais ça. qui n'existe plus, je crois. Hein. Tu peux plus trop y jouer à ce truc-là. Je crois qu'ils l'ont fermé, mais je crois que c'est fermé. Je me suis pas intéressée à ça. Il est dit dans le wiki qu'en fait, les opposants lors des guerres des géants sont inconnus. On peut laisser supposer le fait que les aurores du mystère de la magie ont tué nombre d'entre eux, où c'est les deux camps étaient composés de géants, puisqu'ils ne sont pas faits pour vivre ensemble et qu'ils s'entretuent régulièrement. Mais ça devait être une sacrée guerre pour en parler autant. Ouais, parce que souvent, même en histoire, on parle des guerres que nous, on a faites contre les autres. Donc je me dis, là, ils parlent d'eux face aux géants. Je pense à un moment, il y a une grosse embrouille. C'était plus défraté.
Et puis aussi, je me dis, est-ce que, enfin, par rapport à Hermione qui leur donne leurs cours, si elle leur donnait pas leurs cours, est-ce qu'ils suivraient plus? Je pense pas, hein. Très honnêtement, je trouve Je ça pense changerait pas, rien. hein. Ils auraient des fails dans certaines matières, hein. Parce que Ouais. Harry, il dit qu'il peut pas échapper à la somnolence, en fait, avec ce prof. Oui, il serait dans le mal, hein, sans Hermione, hein. Elle aura sauvé Bah oui. tellement de devoirs. Oui. Tellement d'heures de somnolence. Enfin, elle leur a accordé, en fait, des heures de Oui, somnolence. oui. Oui, c'est ça. Avec Mais elle des- les a un peu jugés, là. Elle était un peu saoulée, quoi. Bah, ça fait 5 ans, elle commence à saturer, quoi. C'est... Et le deuxième cours de la journée, c'est potion avec Rogue. Les 3 amis se mettent à l'abri de la pluie pour théoriser sur ce qui les attend. Mais à la grande surprise d'Harry, Cho Chang apparaît. Et pour une fois, elle n'est pas accompagnée de son groupe de copines gloussantes. Harry a encore l'image en tête de la visite de Cho Chang dans le train récente, alors qu'il était couvert d'empestine. Elle aussi s'en souvient, puisqu'elle lui demande s'il a réussi à se débarrasser de ce truc. Remettons dans le contexte. La dernière fois qu'il a vu Cho Chang, il tenait son petit ami mort dans ses bras, et Harry ne trouve pas autre chose à lui dire que « T'as passé un bel été ?» Évidemment, le visage de Cho s'est tendu, mais elle répond tout de même que oui, c'était bien. Après, c'est dit qu'il regrette. Enfin, Mais- il s'entend le dire et il regrette. Mais oui, parce qu'il est instant. maladroit, il sait pas comment dire et tout. Oui. Et là, il y a un truc. Ron, j'ai eu envie, mais de l'exclure du groupe. Ouais. Ron, il sait que Harry crush sur Cho Chang, on est d'accord. Ouais. Il le sait. Et genre, Bah, il le sait. Je sais pas s'il le sait. Hein. Peut-être il l'a pas capté. Parce Ouais. qu'il y a Enfin, il le Hermione, sait, elle- mais... mais oui, Hermione lui dit, mais t'as rien compris en fait. Parce qu'en fait, il voit son pote discuter avec une fille. Je pense que ça se voit que cette fille lui plaît. Et Ron, il n'a pas d'autre moyen de pointer le badge des tornades de Tutchill. J'avais pas réussi. Tutchill, je sais pas si vous connaissez. Et pour demander à Cho Chang si c'est vraiment une supportrice. Et elle dit, bah ouais, je suis supportrice en fait depuis l'âge de 2 ans. Et sur ce, elle part parce qu'en fait, Ron, il a commencé à l'accuser d'être que récemment supportrice de cette équipe parce qu'elle gagne ou je ne sais plus quoi. Ouais, elle est en tête du championnat, donc ouais. Mais oui. Ron, c'est vraiment le ultra foot, mais au Quidditch. Oui, Mais c'est oui, ça. c'est Supporte ça. pas. Genre, t'es fan depuis pas longtemps, non. Ça compte pas. Ou Ron, c'est le mec. Ah non, mais en fait, moi, ce groupe, je le connaissais avant qu'il perce, qu'il devienne commercial. Si Ouais, tu c'est- connais pas leur musique niche, non, ça passe pas. Ouais, t'es pas un vrai fan. Et là, on voit bien que Ron ne comprend vraiment rien aux femmes. Non, mais en y réfléchissant, c'est sûr qu'il sait pas, en fait. Pour nous, ça semble évident, mais pour Ron, tu vois, il est un peu débile là-dessus. Et en fait, il comprend pas, tu vois, qu'il se passe un truc entre Harry et Cho, quoi. Parce que c'est Hermione, elle lui dit, putain, mais tu vois rien, quoi. Cho, elle voulait pas parler seule à seule avec Harry. Elle voulait surtout pas parler du fait qu'elle soutienne les fameuses tornades, en fait. Et en fait, la dispute entre Ron et Hermione se prolonge jusqu'à ce que la cloche sonne. Et ce qui est assez marrant quand même au niveau de cette dispute, c'est que déjà Ron ne regrette pas. Et Ron, il est ouais, mais tu sais, il y a des gens qui deviennent fans juste parce qu'ils gagnent. Moi, je suis fan depuis machin. Il est vraiment en boucle sur cette équipe et je pense qu'Hermione s'en fout. Cho, pour le coup, là, elle s'en foutait et Harry aussi, quoi. Donc, Tout le monde s'en fout, sauf Ron. mais oui, je comprends pas pourquoi il a Lui, fait il a ça. vu le Quidditch et il a fait. En fait, je me dis, imagine, je vois quelqu'un avec un pull Harry Potter et il parle à ma pote et je fais, t'aimes bien Harry Potter? Et en fait, je vois pas et je suis dans mon truc. Et lui, c'est pareil, il voit le Quidditch, il veut parler du Quidditch. Chaud, Harry. Ouais, c'est ça. Malgré la relation compliquée avec la mort de Cédric, elle aurait pu le penser fou comme certains et l'ignorer, mais elle utilise un ton amical avec lui par 2 fois au moins depuis la rentrée. Harry sent une petite bulle toute légère d'espoir se former. Même l'entrée en fanfare de Rogue ne suffit pas à éclater sa bulle. Pas de préambule nécessaire, Rogue leur annonce qu'en juin prochain, ils vont devoir passer un examen pour prouver leurs compétences en potions. Et pour lui, il est très souhaitable que ses élèves aient au minimum la mention acceptable. Sinon, ils vont le sentir passer. Rogue regarde Neville et explique à la classe
qu'à la fin de la 5e année, il ne gardera que les meilleurs élèves pour la préparation des aspics. Mais avant, et je cite Rogue, mais avant d'en arriver au bonheur des adieux, aspic ou non, il attend de le plus haut niveau possible. J'ai noté une petite phrase qui a pu faire écho, parce que moi j'ai vécu avec certains profs et peut-être que vous aussi, c'est dit à propos de Rogue, la simple présence de Rogue suffisait habituellement à assurer le silence de toute une classe. En gros, Rogue, il a cette espèce d'autorité innée. Ouais, vous avez eu des profs comme ça ou pas ? Carrément. Moi, je pense pas. Pas avec autant de terreur. Parce que je me dis, il est derrière, t'es terrorisé. Et je pense pas à ce point, quand même. Ouais, oui, c'est ça, c'est qu'en fait, Rogue, on en a peur. Enfin, les élèves lui obéissent parce qu'ils le craignent. Ah ouais ? Prof de chimie au collège, je sais plus son nom, de toute façon, je vais pas citer son nom. Elle entrait un peu comme Rogue et elle faisait « Bon, interrogation du cours comme toujours. » Toujours, au début déjà, on avait une interrogation du cours. Et elle n'avait pas besoin d'élever la voix. Parfois, elle n'avait même pas besoin de parler. Ses yeux noirs parlaient pour elle, en fait. Elle était, mais... Et pourtant, elle parlait comme ça. Ouais, elle nous traumatisait. On en avait tous la boule au ventre et tout. Et à côté de ça, tu vas avoir des enseignants qui vont tout de suite, très souvent, hausser la voix, être tout le temps en train de crier sans avoir aucune autorité. Ouais. Moi, j'avais un prof c'est hyper impressionnant. J'avais un prof d'histoire géo au collège et il avait un peu, alors sans le côté harceleur de Rogue, voilà, mais il avait ce truc un peu inné où il n'avait pas besoin de dire à une classe de faire silence, c'est-à-dire que s'il était là, de toute façon, tout le monde se taisait, quoi. Et il avait ce truc un peu, je sais pas, peut-être un peu discutable en termes de pédagogie, mais chaque cours commençait pas par une interrogation, mais c'est peut-être encore pire pour moi, surtout quand j'étais timide au collège. C'était que, en gros, il prenait quelqu'un au hasard dans la liste et la personne devait se lever et résumer. Oui, c'est ça. Le cours précédent. Ah, c'est ça que tu disais ? Oui, c'est ça. Oui. Ok, donc voilà, même méthode. Tu devais aller au tableau. Et du coup, c'est l'angoisse totale, tu vois, de faire ça. C'est horrible. C'est horrible, quoi. Ouais. Le mal de ventre de tout le monde. C'est un peu le truc de Rogue de faire, enfin, pas de faire peur, mais le fait de faire venir un élève au tableau qui est terrifié, c'est limite du sadisme, c'est... Tu vois, toi, tu vas venir et c'est au hasard. Tu sais pas, mais... Ouais, c'est ça, ouais. Et puis Rogue, en plus, il les insulte. Moi, j'avais noté crétinisme congénital. Oui. Ouais. C'est drôle. Mais moi, un prof me dit ça, j'ai 15 ans, je pleure. Bah oui, c'est ça. Oui, clairement. Ah ouais, non, mais... Et puis, c'est comme s'il prenait plaisir aussi à les tourner en ridicule, quoi. À les humilier. C'est-à-dire que ça se demandait, est-ce qu'ils préfèrent quand les élèves réussissent ou quand ils échouent, tu vois. Il y a un truc un peu malsain, tu vois, chez Rogue. Et qu'on a peut-être vécu aussi malheureusement chez certains profs, quoi. Mais ouais. Parce que Neville, s'il a une mention acceptable, je suis pas sûre que Rogue soit fier de lui. Même s'il a une mention optimale, je pense que ça change pas du tout son point de vue sur les élèves qu'il aime pas. Ouais. Ce qui est assez drôle, c'est que l'objet du cours va être le filtre de paix. Ouais. Après les avoir traités de crétins congénitales, de dire si vous n'avez pas telle mention, vous allez voir ce qui va se passer, il va leur apprendre à faire un filtre de paix. Il le fait parce que c'est une épreuve qui est très souvent demandée au buzz. Il faut faire très attention à sa composition. Alors ce filtre est censé calmer l'anxiété, mais s'il est mal préparé, il peut faire tomber dans un sommeil profond, voire irréversible. Les élèves ont alors 1h30 pour confectionner leur filtre. La méthode et les ingrédients sont au tableau et bien sûr, tout se trouve dans l'armoire. Effectivement, la préparation s'avère fastidieuse. Au bout de 10 minutes, Rogue indique qu'une vapeur argentée doit se libérer de leur potion. En sueur, Harry regarde autour de lui. Son chaudron produit d'énormes panaches de vapeur gris foncé. Et celui de Ron émet des étincelles vertes. Et Simus vit un peu son Koh-Lanta, son feu semble s'éteindre. Évidemment, la potion d'Hermione fait l'effet escompté. Malheureusement pour Rogue, rien à dire à l'élève Gryffondor, mais c'est pas grave parce qu'il va se lâcher sur Harry, à la plus grande satisfaction des Serpentards. En regardant la composition douteuse d'Harry, Rogue lui demande de lire la 3e ligne des instructions. Ajoutez la pierre de lune, tournez 3 fois dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, laissez frémir pendant 7 minutes,
puis ajouter 2 gouttes de sirop d'Hellebore. Et là, évidemment, Harry sait pourquoi il s'est trompé. Il a oublié le sirop d'Hellebore. Et l'Hellebore, c'est une herbe j'ai cherché aussi. qui existe quand même. Et en fait, la racine a des propriétés purgatives, ou purgatives, je ne sais pas comment dire, de vermifuge. Purgative. Et purgative. Ouais. Ah ouais, purgative. Ouais, mais purgative. Okay. Et qui autrefois était utilisée pour guérir la folie. Ouais, je pense que c'était Et il y a longtemps. Ils appellent ça filtre de paix. Donc, bah, encore une fois, ça vient pas de nulle part. Hein. C'est-à-dire que l'autrice, on sait que le langage des plantes, elle s'y intéresse et elle s'en amuse pendant les cours de potions, les ingrédients, etc. qui sont cités. Souvent, rien n'est laissé au hasard. Ouais. Et aussi, en fait, c'est une sorte de fleur. Je sais pas si tu as vu, c'est une variété vraiment de fleurs qui est déclinée en plein de variétés, de noms, etc. Et son nom, notamment, c'est l'herbe fou. Ok, ouais. Mais je sais pas si c'est encore utilisé. Je sais pas, plutôt en sirop. En médicinal, je sais pas. Parce que on connaît tous la verveine, par exemple. Mais Hellebore, j'ai fait un petit coup de wiki parce que ce mot m'interrogeait aussi. Et c'est pas une invention sorcière. Quoi. Et effectivement, Rogue, en voyant la composition du filtre de paix dans le chaudron d'Harry, il savait très bien ce qu'il avait oublié puisqu'il connaît par cœur cette composition. Mais il a fait dire à voix haute à Harry son erreur, en fait. Et puis, en plus, on va voir pourquoi c'est gênant, mais il a fait un evanesco sur sa préparation. Ouais. Donc, on voit sa préparation totalement disparaître. C'est là qu'on voit quand même que Rogue, c'est un excellent potionniste. Pour moi, c'est un piètre prof parce que les élèves ont peur. Il n'est pas du tout pédagogue. En tout cas, il le fait mal, quoi. Il apprend mal. Mais par contre, et on le saura dans tout le long du tome 6 avec le livre de Prince de Sang-Mêlé, tu vois que à quel point quand il était lui-même élève à Poudlard, il réécrivait les recettes des potions pour qu'elles soient plus efficaces, pour que ce soit plus facile à faire et pour que les effets des potions soient encore plus formidables. Enfin voilà, c'est vraiment un génie des potions. Et là, on le voit parce qu'en fait, juste en regardant une potion, il sait l'ingrédient qui manque. Tu vois, parmi une liste d'instructions. Non, mais en vrai, il est très intelligent dans son domaine. Hein. Ah, il est incroyable. C'est vraiment un scientifique, mais tout seul dans son petit atelier. Ouais. Il fait le taf, mais avec d'autres gens exécrables. Oui. Ouais, c'est ça. Genre de prof de SVT ou de physique-chimie qui aurait dû travailler seul dans un labo, mais pas être au contact d'enfants, quoi. Et à ceux qui ont encore leur filtre, Rogue attend un échantillon. Et pour tout le monde, il demande un parchemin de 30 cm sur les propriétés de la pierre de lune. Mais du coup, le coup des 30 cm d'une grosse écriture, ça match en fait. Ouais, à chaque fois, je me dis, c'est bizarre que ça demande un... Oui, c'est comme les lignes, ouais. Oui, c'est marrant qu'il compte en centimètres. Ouais, c'est bizarre. Quand tu sais pas quoi dire, t'écris plus gros sur la fin pour corriger. Je crois que c'est dit des fois que Ron ou Harry font ça, ils grugent un peu pour avoir la bonne taille. Ou pour le nombre de lignes tu brodes. Ouais, voilà. Oui, ou moi j'écrivais en italique et du coup ça prenait plus de place. Ah, ce qui est. Ouais, carrément. Et donc du coup, ce fameux parchemin portera sur les propriétés de la pierre de lune. Bon, Harry, lui, il est trop énervé. Il ne peut même pas analyser sa potion puisque ce cher Rogue l'a fait disparaître. Alors que celle de Ron sent l'œuf pourri, celle de Neville, ça ressemble à du ciment. Et pourtant, c'est lui qui va avoir 0 au terme de ce travail. En attendant la cloche marquant la fin du cours, Harry s'avachit sur sa chaise. Harry est dépité en regardant les autres élèves rendre leurs échantillons à Rogue. Et lorsque la cloche sonne, il est le premier à partir. Au déjeuner dans la grande salle, Hermione tente de réconforter Harry. Rogue a clairement été injuste parce que la potion de Goyle, par exemple, était bien pire que la sienne. Et Harry pose alors la question suivante. Est-ce que Rogue a été juste avec lui seulement une fois ? Mais ses amis répondent par le silence. Jusqu'à ce que Hermione explique qu'elle pensait que Rogue changerait un peu maintenant qu'il fait partie de l'ordre, mais apparemment non. Elle avait de l'espoir. Hein. Ron, lui, doute même du fait qu'il soit vraiment de leur côté et pas celui de Voldemort. Hermione réplique que Dumbledore doit avoir ses raisons, qu'il sait des choses que Ron ignore complètement.
Mais Harry, qui sent une nouvelle dispute arriver entre les deux, s'énerve et il leur demande de se taire parce que ça devient pénible qu'ils se chamaillent tout le temps. Et là-dessus, il abandonne son repas et il part sans dire un mot. Alors, autant je trouvais que comment il a parlé à Hermione au début du chapitre, quand elle lui dit, bah, en fait, Lavande, elle aussi, elle croit pas à Dumbledore et tout. Je trouvais qu'il lui sautait à la gorge, comme elle le disait. Mais là, je suis team Harry. Parce que, en vrai, d'avoir ces deux copains qui se disputent tout le temps, en plus pour des disputes stériles la plupart du temps, je comprends Harry que ça doit être super agaçant. Et puis surtout, là, il s'en va. Bon, il est énervé, mais juste il s'en va et puis il les laisse et Ouais. ils vont comprendre. Donc ça reste quand même cohérent. Enfin, je me dis, c'est pas parce que c'est Harry et qu'il est particulièrement relou. Oui. Ça reste une attitude classique. Ouais, c'est ça. Harry, il est relou, il a pas Il est toujours relou, les bonnes mais réactions, Hermione, mais là, elle il a est- raison, quoi. Hermione, elle est relou aussi, et Ron Ouais, ouais. aussi, hein, et ils sont pas parfaits les autres. Hein. Ouais, bah, tu te mets à sa place, à Harry, t'es là en mode, bah ouais, t'as pas envie de voir ton pote et ta pote se prendre la tête toute la journée, quoi. Je peux comprendre, en vrai. Moi, je suis Et team puis Harry. surtout, là, il est saoulé et tout. Il vient de sortir du cours de rock, Ouais. c'est pas juste. Les autres, ils ont donné. Ils se prennent la tête, bah, et c'est bon. Ouais, carrément. Harry, toujours bouillonnant de colère, rejoint la trappe au sommet de la tour nord sans prêter attention à ce qui l'entoure, notamment le chevalier du Catogan qui cherche à le provoquer en duel. Il est le premier à grimper l'échelle pour prendre place dans la salle de classe du professeur Trelawney. Ron le rejoint 5 minutes plus tard. En s'asseyant, il lui dit qu'Hermione et lui ont arrêté de se disputer, mais il transmet un message de la part d'Hermione. Harry devrait arrêter de passer sa mauvaise humeur sur eux. Et Ron pense qu'elle a un peu raison. La colère de Harry laisse alors place à un mélange d'agacement et de honte, tandis que le professeur Trelawney commence son cours. Ouais, voilà, moi je trouve qu'ils y vont fort là-dessus. Je trouve pas que la réaction d'Harry était disproportionnée. Enfin, ça l'a juste énervé de les voir s'énerver une fois de plus. Parce que, ouais, Ron et Hermione ont leur tort. Donc, Team Harry, désolé, je suis pas tout le temps, hein, surtout Et je dans crois, l'ordre du et je Phénix, crois que plus ça va aller, et plus ils vont se chamailler. Hein. Ouais, effectivement. Bah, je pense que plus leurs sentiments vont grandir, et plus ils vont se chamailler du coup. Particulièrement dans ce tome 5, ouais. Parce que dans le 4, il y avait tout le truc entre Harry et Ron. Là, j'ai l'impression que dans le tome 5, c'est plus Ron et Hermione, ouais, où il y a beaucoup de tension. Et puis, ils sont vraiment dans des oppositions d'idées à chaque fois, genre, d'un extrême à l'autre. Hermione, elle est super dans la réflexion, puis Ron, il est là, il se laisse vivre. Donc, c'est pas comme Harry et Ron qui sont pas si différents. Ouais. Genre, Ron et Hermione, c'est vraiment d'un extrême à l'autre. Ouais. Le sujet du cours de divination porte sur l'interprétation des rêves, et pour cause, cela peut être l'un des thèmes choisis pour leur épreuve de buse, là encore, même si Trelawney précise que les examens n'ont que peu d'importance à ses yeux lorsqu'il s'agit du troisième œil. Chaque élève doit ainsi lire l'introduction du livre L'Oracle des rêves par Inigo Imago et l'utiliser comme référence pour interpréter leurs rêves les plus récents. Question dont on a déjà parlé dans la vie réelle avec Marina, je sais, mais est-ce que vous vous souvenez de vos rêves et est-ce que vous prêtez de l'importance à l'interprétation de vos rêves? Moi, je sais que je m'en souviens vraiment tout le temps et je rêve toutes les nuits, mais j'aurais pas envie de les dire à Trelawney parce que déjà, moi, je sais facile de les interpréter, mais elle, ça va être terrible. Donc, je pense ça me ferait pas plaisir de les dire. Et toi, Marina? Bah ouais, tu sais bien que je me souviens de tous mes rêves. Et en vrai, c'est tellement what the fuck, je devrais tenir un carnet et tout noter. Il y a des gens qui font ça et qui obtiennent des réponses. Et ouais, mes rêves sont complètement what the fuck. Hein. Et l'interprétation, est-ce que c'est quelque chose auquel tu crois, tu vois, que les rêves, en fait, ça raconte forcément quelque chose Bien sûr, parce qu'en fait, c'est ton inconscient qui travaille, en fait. Et peut-être que parfois, tu te bloques, ton inconscient qui veut te dire quelque chose. Ouais. Alors moi, j'ai un... Toi, tu te souviens jamais de tes rêves, c'est un truc. Alors moi, c'est un petit problème. Alors, je dis pas que je rêve pas, mais je me souviens jamais de mes rêves. Ça peut m'arriver des fois. Je sais que si je me réveille dans la nuit ou alors vraiment dans les premières minutes où je me réveille le matin, je sais que j'ai rêvé. Mais 5 minutes plus tard, j'ai déjà tout oublié. Enfin, faudrait que je me réveille et tout de suite que je note parce que sinon j'oublie, en fait. C'est bien que... les rêves, non, je suis incapable de raconter un seul rêve que j'ai fait dans ma vie. Incapable.
Mes rêves, à chaque fois que je te raconte, ça peut être vraiment n'importe quoi. Oui, toi, c'est n'importe quoi. Et puis en fait, il y a un canard qui m'a poursuivi. C'était un canard tueur, mais j'arrivais plus à avancer sur mes jambes et donc du coup, j'ai tenté. Mais surtout que c'est évident pour toi parce que c'est vraiment un mélange de ce qui s'est passé dans la journée ou d'un truc qu'on a regardé. C'est vraiment c'est linéaire, quoi. Et puis des fois, on se réveille dans notre tête, c'est très clair, et quand on le dit, tout paraît si nul. Du coup, des fois, je les enregistre. Je me réveille et je suis là avec une voix très fatiguée. Je fais alors en fait, il s'est passé ça. Et quand je réécoute, je me dis oh là là, c'est complexe. On va le réécrire un peu calé parce que. Ah mais c'est pas mal parce que il faudrait que je fasse ça en fait pour mon souvenir, de m'enregistrer tout de suite. Ouais, c'est intéressant quand même de décrypter ces rêves. Ça veut dire beaucoup. Ouais, parce que c'est l'inconscient qui travaille tout seul, donc forcément ton inconscient il te raconte quelque chose, hein, évidemment. Donc, par exemple, quand j'ai fait le rêve que tu m'avais trompé, mon inconscient me dit quoi ? Que c'est une peur que t'as chez toi, tu vois. Bah oui, c'est pas... Alors moi je crois... Par contre, oui, c'est vrai, parce que là, on est en cours de divination. Moi, je crois pas à un quelconque effet prémonitoire de rêve. Je pense pas que l'avenir peut être, tu vois, donné dans un rêve. Ah, je pense pas forcément. Cependant, ça peut aider ton psy à te comprendre, je pense, par exemple. Oui. Parce que c'est de l'inconscient. Mais là, on parle du troisième œil, tu sais. Genre, oui, bien sûr. Oui. Je pense que dans l'oracle des rêves, il y a tout un truc en mode ah bah si t'es arrivé de ça, c'est parce qu'il va t'arriver ça, quoi. Voilà. Alors que ça, pour le coup, j'y crois pas du tout. Et puis, est-ce qu'il y a tout dans l'oracle des rêves ? Parce que le canard qui te poursuit, je suis pas sûre que dans l'oracle de Trelawney, on dise à quoi ça fait référence. Hein. Oui. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça se trouve, c'est une bible de 3000 pages. Après avoir lu l'introduction, place donc à la pratique. Ron dit qu'il se souvient jamais de ses rêves, un peu comme moi. Mais Harry, lui, n'a pas très envie de raconter les siens, vu qu'il les ramène sans cesse au cimetière. Ni qu'on lui apporte la moindre interprétation, parce que l'explication traumatique est assez évidente. Et malheureusement, à la fin du cours, Trelawney leur donne comme devoir de tenir le journal de leurs rêves pendant 1 mois. Moi, ça serait page blanche, du coup, mais voilà. Mais disons que si comme Harry, on n'a que des rêves traumatiques et on sait pourquoi, on n'a pas trop envie de les écrire et ensuite de les filer à Trelawney. Ça me fait penser que je crois que Ron et Harry, un peu plus tard, ils vont tout inventer pour leur journal de rêve. Ils vont avoir une super note. C'est pas déjà passé, ça ? Non, c'est plus tard. Encore passé. Non, parce que là, elle leur donne le devoir, donc ça sera après. Mais non seulement ils vont tout inventer, mais en plus, du coup, ils auront une super note, ça, je m'en souviens. En sortant du cours, Ron se plaint d'ailleurs de la quantité de devoirs qu'ils ont alors que leur première journée n'est pas encore terminée. Car leur emploi du temps se finit bien sûr par un cours de défense contre les forces du mal avec la nouvelle enseignante de l'école, le professeur Ombrage. C'est le titre du chapitre. Wink, wink, wink. Cette dernière attend sa classe assise à son bureau, habillée tout en rose comme à son habitude. Une fois tout le monde installé, elle leur souhaite le bonjour et quelques élèves lui répondent en marmonnant. Mais elle leur demande de répondre tous en chœur « Bonjour, professeur Ombrage !» Ce que les élèves font après une deuxième tentative. Ombrage poursuit en leur demandant de ranger leurs baguettes et de sortir leurs plumes. Ce qui n'est pas très bon signe généralement, surtout en cours de défense contre les forces du mal. Elle enchaîne en disant à la classe que malheureusement, la succession de professeurs dans cette matière leur a empêché aujourd'hui d'obtenir un niveau suffisant et qu'il y a donc beaucoup de travail pour les préparer aux buses. Mais qu'ils soient toutes et tous rassurés, le ministère a mis en place un programme théorique qu'elle va désormais leur enseigner à la lettre. Après leur avoir fait copier les objectifs creux du programme, Ombrage leur demande si tout le monde a bien un exemplaire de Théorie des stratégies de défense magique par Wilbert Esquive-Dur. Oui, on avait déjà parlé de son nom qui est assez stylé. La classe marmonne que oui, mais évidemment ce n'est pas suffisant pour Ombrage qui leur demande de dire en chœur « Oui, professeur Ombrage !» Puis elle demande à la classe de lire le premier chapitre qui s'intitule « Principe de base à l'usage des débutants » et du coup il faut lire le chapitre sans bavarder bien sûr. Comme les autres, Harry commence à lire, mais le texte est d'un ennui tel que ça lui rappelle le cours du professeur Beans de ce matin. Alors c'est dit dans le texte, je cite, « Il s'aperçut bientôt qu'il avait relu la même phrase une demi-douzaine de fois sans en retenir grand-chose au-delà des premiers mots. » Je sais pas vous, mais moi ça m'arrive tout le temps quand je lis sans être concentré. Je lis souvent le soir et des fois, quand la fatigue se fait sentir, et à chaque fois ça m'épate, je fais... Par exemple, je vais lire tout un paragraphe et en fait je me rends compte, je fais
mais je l'ai lu, mais j'ai rien retenu. Enfin, c'est bizarre, le cerveau, quoi. C'est que moi ou tu lis pas la même phrase, je sais pas combien de fois. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, tu commences, puis un quart d'heure plus tard, tu dis je lis toujours la première phrase. Mais moi, c'est plus en mode, je vais lire même 1, 2, 3 pages avant de me rendre compte de attends, je suis en train de lire, mais sans lire, en fait. Je lis. Mais oui, tu vois. Tu te souviens quand j'étais hospitalisée avec ma liseuse quand Jérémy me rendait visite à l'hôpital, j'étais très fatiguée, je dormais tout le temps, mais je mettais un point d'honneur à essayer de ne pas dormir quand il était là, parce que je voulais profiter du temps avec lui. Et donc, du coup, Jérémy avait son occupation, et moi, je m'étais mis sur le côté vers toi pour lire. Et tu sais, Ah oui, tu sais. je me suis endormie sur la liseuse, je me suis limite, fait agresser par ma liseuse, quoi. Je préférais, tu vois, m'endormir direct, mais non, c'est là. En plus, ça m'énerve. Je suis là en mode, putain, mais j'ai lu 3 pages, j'ai rien retenu. Ça m'énerve, c'est genre, mais vas-y, lis normalement, quoi. On recommence et ça s'arrête pas. Oui. Genre là, je lis un livre et puis je recommence et au bout d'un moment, je suis en mode, c'est bon, je vais arrêter ma page puis je relirai demain parce que. Mais oui, ça sert à rien. Ça dure au moins 10 minutes comme ça et c'est trop. On bataille en fait parce qu'on veut savoir la suite. C'est vraiment une bataille avec les yeux, le cerveau et tout. Ouais. Mais non, c'est toujours le cerveau qui gagne. Après, fun fact, mais je crois que ça m'est jamais arrivé avec Harry Potter. Ah c'est la magie d'Harry Potter. Je crois pas non plus, hein, parce que ils ont beau être longs. Je me dis fin de chapitre et à la fin du chapitre, c'est bon, même s'il y a 10 pages, on finit. En jetant des regards autour de lui, Harry se rend compte qu'il n'est pas le seul à être déconcentré. Ron fixe la même ligne en continu, mais c'est surtout Hermione qui l'intrigue. Cette dernière n'a pas ouvert son livre et elle lève la main en fixant Ombrage assise à son bureau. Au fil des minutes, de plus en plus d'élèves remarquent le comportement étrange d'Hermione. Hermione refusait d'ouvrir un livre. What the fuck? Une fois la moitié de la classe déconcentrée, Ombrage ne peut ignorer Hermione plus longtemps et elle lui demande si elle a une question à propos du chapitre. Hermione dit que non, elle a une question à propos des objectifs d'apprentissage qu'elle aura fait recopier un peu plus tôt. What the fuck is going on? Elle s'interroge parce que rien n'est indiqué à propos de l'utilisation des sortilèges de défense. Plusieurs élèves froncent les sourcils en se retournant vers le tableau avant de se rendre compte que, bah oui, Hermione a raison sur ce point. Tout le monde a réécrit bêtement les objectifs, mais c'est Hermione qui est seule à noter ça. La prof, elle, s'en amuse. Utiliser des sortilèges de défense, mais pourquoi faire? Personne ne va les attaquer dans sa salle de classe, voyons. Ron est étonné d'apprendre qu'ils ne feront pas de magie, mais Ombrage l'ignore parce qu'il n'a pas levé la main. Voilà, comme un gentil petit élève tout sage. Harry et Hermione lèvent alors la leur et Ombrage donne à nouveau la parole à Hermione. Pourtant, la raison des cours de défense contre les forces du mal, c'est bien de pratiquer des sortilèges de défense, non? Ce à quoi Ombrage répond que le programme a été établi par des sorciers beaucoup plus âgés et intelligents qu'elle. Moi, je sais pas vous, mais moi, c'est un argument qui m'est insupportable de ramener tout à l'âge et à l'expérience pour tout légitimer. C'est insupportable. Ouais, ça délégitimise. Est-ce qu'Hermione, elle peut savoir juste parce que c'est un enfant, alors que bon, elle a sûrement beaucoup plus de connaissances. Et c'est vraiment rabaissant et infantilisant pour elle, donc nul. Juste parce que t'es plus âgé, ça fait de toi quelqu'un de plus sage, de plus érudit. Bah non, pas forcément en fait. Mais je pense que c'est là, c'est bien écrit parce que surtout quand on est ado et qu'on lit ça, bah évidemment, Ombrage nous horripile encore plus, quoi. Mais même ado, mais en étant adulte, ouais, toujours. On fait partie d'une nouvelle génération. Il y a quelques temps, j'ai discuté avec d'autres personnes pour faire partie d'une association, faire un peu de bénévolat et tout. Et c'est des personnes qui sont en place depuis très très longtemps. La moyenne d'âge, c'est 70 piges. Et en fait... c'est une association de Scrabble ou de belote. J'ai vraiment du coup senti un peu le truc, on va pas changer. Parce que nous, on a de l'expérience, on sait ce qui marche. Et voilà. Et sauf que non, en fait, ça marche pas. Et ils laissent pas entrer les jeunes générations et d'écouter éventuellement les jeunes générations qui peuvent relancer la commu, quoi. Ouais. Et puis, il y a aussi ce truc, enfin, pas dans Harry Potter, mais de où est-ce que tu as récupéré l'information? Parce que comme t'es jeune, tu la récupères pas au même endroit que nous. Donc, c'est pas légitime. C'est pas la bonne, c'est pas la même. Ouais. Ouais. Nous, on a connu les débuts de
de Wikipédia, tu vois. Et on avait déjà parlé, mais c'était tellement mal vu à l'époque. Alors, aussi pour des raisons qui peuvent se comprendre, c'est que c'était un peu... Enfin, tout le monde pouvait modifier. Toujours encore aujourd'hui. Ouais, mais il y a quand même une modération quand même un peu plus... Puis t'as les sources maintenant. Ouais, c'est beaucoup plus sourcé. Sur des articles hyper importants, si tu trolls, tout de suite ton compte il est supprimé, ça va vite être corrigé. Bon, tu dois trouver des contre-exemples, hein. Mais bon, c'était moins contrôlé qu'avant, mais quand même, tu sentais pas une haine, mais il y avait un truc genre ça ne vaudra jamais un dictionnaire, ça ne vaudra jamais un ouvrage, Internet, c'est que des conneries. Tu vois, il y avait un peu un refus de considérer Internet pour récupérer la moindre information. Beaucoup de méfiance, quoi, sur ce qui est nouveau. Et puis, il y a pas longtemps, il y a un adulte de mon entourage, mais qui m'a dit ouais, mes enfants prennent leurs infos sur TikTok. Oui, bah, si l'info est bonne, ça change pas grand-chose. Si elle est vraiment sourcée, le fait de... Ouais, et puis le fait de dire c'est sur TikTok et ce sont des enfants, donc en fait, c'est inutile. Ouais. Ça marche toujours autant, là, cet argument d'ombrage qui nous agace. De toute façon, le ministère considère que posséder des connaissances théoriques leur suffira amplement pour réussir leurs examens. C'est ce que dit Ombrage. C'est bientôt au tour de Parvati d'avoir la parole, mais il y a bien une épreuve pratique en défense contre les forces du mal pour les buses. Ombrage se veut rassurante sur ce point. S'ils ont bien la théorie en tête, ils n'auront aucun problème pour exécuter les sortilèges devant des examinateurs qualifiés. Harry, qui recommence à bouillonner sévère, le poing levé plutôt que la main, c'est précisé, il demande à quoi la théorie va bien pouvoir leur servir dans le monde réel. Mais Ombrage signe et persiste, ils sont dans une école et rien ne va leur arriver à l'extérieur. Alors, je crois qu'on s'est tous demandé en cours à quoi ça va bien pouvoir nous servir dans la vie de tous les jours. Genre ce débat, je crois qu'on l'a tous... En mode, mais pourquoi j'apprends ça, genre en quoi ça pourrait, dans une réalité même multiparallèle, en quoi ça pourrait m'être utile, quoi. En fait, il y a, à certains cours, il y a une infime personne qui, par exemple, les maths. Ouais. Et les maths appliquées, etc. Il y a vraiment très peu de pourcentage d'élèves qui vont vraiment s'en servir tous les jours, en fait. Les ingés et tout. Oui, quand c'est les matières générales et tout que t'es obligé de te taper. Ouais. Et puis il y a aussi ce truc d'ombrage de dire mais ça vous servira pas dehors, alors que par exemple j'en sais rien, l'histoire, même si factuellement on se dit à quoi ça va me servir, si il l'impliquait dans notre vie de tous les jours, ça nous serait très utile de savoir, j'en sais rien, la situation géopolitique, et il pourrait faire un lien. Et là elle refuse, c'est non, parce que dans l'école t'en as pas besoin. Ouais. C'est vraiment, on segmente l'école et le après, alors que c'est une continuité et c'est pas du tout logique de le séquencer comme ça. Oui, dans sa méthode même, elle avoue que Poudlard et le programme scolaire n'est pas là pour leur préparer au monde réel. En fait, c'est juste là pour... en fait, c'est un microcosme de l'école, mais elle a nullement l'ambition de les préparer au monde réel. C'est ce qu'elle dit, quoi. Elle veut en faire des petits soldats du ministère. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, j'avais noté, elle dit qu'en gros, le fait d'avoir la théorie va leur faire réussir la pratique. Mais le vélo ou n'importe quel sport, j'ai beau savoir comment ça fonctionne, si je le pratique pas, j'arriverai pas à le lancer, permis de conduire. Oui, c'est ça. J'apprends le code et c'est bon, j'ai mon permis. Dans votre scolarité, peu importe, enfin jeune ou moins jeune, hein, ça peut remonter. C'est quoi le cours que vous avez eu et qui aujourd'hui vous sert le moins dans votre vie? Je sais pas. Physique, chimie. Genre, vous auriez jamais eu ce cours, ça aurait absolument rien changé. Les matières scientifiques. Musique. La musique? Flûte à bec. Ouais. La musique, peut-être bien. En vrai, ça éveille, mais est-ce que ça me sert de savoir faire de la flûte à bec? Non, puis j'en fais pas très bien, donc... Ouais, je pense... physique, chimie, les trucs, je détestais ça, là. Faire des espèces d'expériences, je suis pas manuel, à chaque fois, ça foirait. Après, c'était cool parce que c'était détente avec les potes. Oui, mais tu sais, le POV, je travaille dans un laboratoire, jamais je me suis projeté, quoi. Donc, ça a jamais marché sur moi. D'ailleurs, Ombrage demande qui pourrait bien s'attaquer à des enfants comme eux. Harry fait alors mine de réfléchir avant de dire, je sais pas, peut-être Lord Voldemort au hasard, comme ça, je sais pas. Le pavé dans la mare.
Ça jette automatiquement un grand froid dans toute la salle de classe. Lavande pousse un cri et Neville tombe même de son tabouret. Ombrage, elle, n'a eu aucune réaction. Elle se contente d'enlever 10 points à Gryffondor avant d'éclaircir quelques points. On leur a raconté récemment qu'un certain mage noir serait à nouveau en liberté. Ceci est purement et simplement un mensonge. Harry ne peut pas se contenir et il crie que ce n'est pas un mensonge. Il a vu Voldemort et il s'est battu contre lui. C'en est trop pour Ombrage qui lui colle une retenue pour demain soir. Le ministère est formel, aucun mage noir ne les menace. Elle invite quiconque qui se sentirait intimidé par quelqu'un qui tient ce genre de discours à la tenir au courant. Et maintenant que tout le monde retourne à sa lecture silencieuse et studieuse. Alors c'est fou quand même parce que là, ce qu'elle fait, c'est que à ce moment de l'histoire, elle est juste prof de défense contre les forces du mal, et elle porte à faux le directeur de l'école. Parce qu'elle dit, certains ont raconté, alors je sais plus exactement comment elle le dit, mais la rumeur court, etc. Mais la rumeur, c'est Dumbledore, c'est le directeur de l'école. Et porter à faux le directeur de l'école dans laquelle on travaille, dans laquelle on enseigne, c'est pas rien quand même. C'est fou ce qu'elle est en train de faire. Ouais, puis aussi le fait de décrédibiliser Harry, qui juste expose son énorme trauma, qui est au bout de sa vie, à 2 doigts de pleurer, et il fait « Non, ce que tu dis, c'est faux. Ouais. Et si vous pensez tous que c'est faux, bah on va faire une petite équipe et on va dire que Harry, c'est un gros mytho, alors que vraiment, il est en détresse, il est dans l'émotion de ouf, et elle en tient tellement pas compte. » Mais est-ce qu'elle le croit vraiment pas ou elle est dans le déni ? Non, je pense qu'elle le croit. Enfin, elle sait que c'est vrai, mais... Elle sait que Voldemort est de retour, mais elle veut pas... Je crois qu'elle est dans le déni comme Fudge, en fait. Je sais même pas si c'est du déni ou si c'est de dire... je sais pas. Je pense pas qu'elle soit dans le déni. Je pense qu'elle le sait, mais c'est non. Je prendrai pas ton information. Ouais, c'est ça. Parce que, parce qu'elle est du côté quand même des méchants. Du coup, c'est le fait de le réfuter, je pense. Enfin, ouais. Ouais, tu sais, on parle beaucoup de la notion de post-vérité en ce moment, notamment avec les politiques de Donald Trump aux États-Unis principalement. Ce truc de, en fait, il y a plusieurs interprétations de la réalité. Il n'y a pas la vérité, il y a plusieurs vérités. T'as ta vérité, moi j'ai la mienne. Et ouais, Ombrage, j'ai un peu trumpienne là-dessus, quoi. Elle est vraiment en mode, non, en fait, non, il est pas revenu. Mais si, je l'ai vu. Non, genre, tu leur montres la preuve devant les yeux, mais non, parce qu'en fait, ça fait pas partie de son monde à elle. Donc, je pense que... De sa vérité, ouais. C'est une espèce de déni, ouais. C'est qu'elle a décidé que sa vérité, c'était celle de Fudge, c'était celle du ministère. Comme tu disais, Marina, c'est un bon petit soldat. Et du coup, toute preuve qui irait contre sa vérité à elle, en fait, elle n'en tient pas à rigueur. C'est invalide parce que c'est pas sa vérité à elle. C'est fou, quand même. Et surtout, ouais, quand on se met à la place de Harry, qui est là en mode, en fait, j'ai failli mourir, en fait. Il a voulu me tuer, il était face à moi. Il a tué Cédric. J'avais jamais vu quelqu'un mourir. Et il est mort à côté de moi. Tout s'est déroulé en 2 secondes. Et toi, t'es en train de me dire, t'es prof, je sais pas, t'es censé être une adulte qui incarne l'autorité, tu as autorité sur moi, et t'es en train de me dire que je raconte n'importe quoi. Genre, c'est horrible. Ouais, puis ça montre aussi qu'elle a un manque d'empathie flagrant, parce que même si on n'est pas très empathique, voir un enfant de 15 ans dire ça, on se rend bien compte à un moment donné que c'est pas juste un débile. Enfin. On connaît la vie de famille d'Ombrage ? Oui, on sait qu'elle a une mère moldue et un frère moldu aussi. Mais elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. On verra ça à l'after show. Oui, c'est vrai. On en parlera un petit peu plus. On n'a pas énormément de background, mais on en a un petit peu. Mais Harry, lui, n'a aucune intention de lire ce stupide livre. Il se lève face à Ombrage, ce qui lui vaut des regards à la fois effrayés et fascinés de la part des autres, notamment Simus. Hermione le tire par la manche pour tenter de le faire rasseoir, en vain. La voix tremblante de rage, il demande si Cédric Diggory est donc mort de son plein gré. D'un ton glacial, Ombrage répond que la mort de Diggory était un tragique accident, mais Harry réplique que c'était pas un accident, c'était un meurtre de Voldemort et qu'elle le sait très bien. Voilà, en fait, pour Harry, tu vois, il est là en mode, mais vous le savez, en fait. Arrêtez. Et moi, je pense qu'il a raison. Parce qu'en plus, selon lui, il est mort de quoi ? Un tragique accident. Quoi mais oui, parce que ça va, parce qu'il pourrait carrément accuser Harry de l'avoir tué. Et puis en plus, un tragique accident, ça veut dire que c'est la faute de l'école. C'est la faute à pas de chance, écoute. Il est mort. C'est ça, c'est que non seulement il réfute la vérité, mais il cherche même pas à inventer un truc bidon, tu vois, c'est juste... Et oui. C'est un accident. Ok, mais vas-y, précise en fait. Bon, bref.
Je pense que ça serait limite pire de dire un mensonge devant Harry qui serait là en mode mais quoi? Ouais. Là, juste, ils me disent bon, bah t'as tort, mais s'ils inventaient un truc, ils seraient là en mode mais je comprends pas. Et c'est pourquoi inventer alors qu'ils étaient pas là? Ouais. Harry, à ce moment-là, il s'attend à voir Ombrage hurler, mais il n'en est rien. Après un instant, elle lui demande de s'approcher de sa petite voix enfantine. Approchez-vous, monsieur Potter. Enragé, Harry s'exécute en écartant sa chaise d'un coup de pied. J'ai noté quand même, il a à 2 doigts de rentrer dans la légende du rebelle qui prend la porte en cours. C'est quoi l'audace? C'est quoi l'audace? C'est ça. Là, c'est Harry l'audace. Je sais pas s'il y en a qui n'auront pas la ref, mais moi j'ai toujours entendu genre il y a un tel, un jour un prof lui a dit de prendre la porte et en fait en partant il a carrément dégondé la porte et il est parti avec la porte. On est d'accord que c'est jamais arrivé. C'est peut-être arrivé 1 ou 2 fois. Si, je pense que c'est déjà arrivé. Ouais, mais jamais dans ton établissement, tu vois. Non. Jamais quand on te l'a raconté, tu vois. Non, et puis le truc, le jour du bac, c'était le sujet était qu'est-ce que l'audace, pardon. Qu'est-ce que l'audace? Et le mec, il a dit c'est ça l'audace. Oui, il a rendu sa copie. Il aurait eu 20 sur 20 en cours de philo. Et les gars aussi, c'est le jour de notre bac, le jour du passage de notre bac, il y a quelqu'un dans notre classe qui est décédé malheureusement. Et du coup, chapitre 1, ça. Ils ont donné le bac à tout le monde. Complètement faux, je pense. C'est pas c'est la post-vérité, encore une fois. On est chez Ombrage, là. C'est Dumbledore qui dit à la fin de l'année tous les examens ont été annulés. Mais c'est pareil. Quelqu'un meurt, hop là. Après, si quelqu'un nous écoute, un rebelle de la première heure qui aurait littéralement pris la porte un jour, qui nous fasse son témoignage, hein, ça serait. Alors on veut des preuves quand même, hein, parce que sinon ça compte. On veut la photo de la porte. On veut le selfie porte. On veut la porte. Ombrage écrit sur un bout de parchemin qu'elle roule puis qu'elle scelle d'un coup de baguette magique avant de lui demander d'aller le porter au professeur McGonagall. Harry ne se fait pas prier, il sort de la classe sans jeter un regard pour personne. Il tombe dans un couloir rapidement sur Peeves qui tente de lui lancer un encrier et qui se moque de lui en le traitant de zinzin. Je vous passe les petites chansons de Peeves, voilà, assez recherchées dans le vocabulaire. Harry hurle sur Peeves, ce qui fait surgir le professeur McGonagall hors de son bureau. Harry lui explique qu'il a été envoyé la voir en lui tendant le morceau de parchemin. Cette dernière ouvre le mot, le lit, puis elle demande à Harry de rentrer dans son bureau. Elle lui demande du coup si c'est vrai, ce qui est écrit sur le parchemin. Harry lui dit si c'est vrai que quoi? Si c'est vrai qu'il s'est opposé à Ombrage en la traitant de menteuse. Oui, c'est vrai. S'il a dit que celui dont on ne doit pas prononcer le nom est de retour. Ouais, c'est vrai, j'ai dit ça, ouais. McGonagall l'observe, les sourcils froncés, puis elle lance « Prenez un biscuit, Potter !» en lui montrant une boîte en fer au motif écossais. Cette situation inattendue lui en rappelle une autre similaire qu'il avait connue avec McGonagall en première année quand il s'attendait à recevoir des coups de bâton avant de se voir offrir un poste dans l'équipe de Quidditch. Parce qu'elle était allée chercher du bois. Et Harry, qui connaissait pas Olivier Dubois, il est là en mode elle va me taper avec un morceau de bois et tout parce que j'ai volé et tout. Bref. Bon, cette réplique, elle est quand même... elle est restée, je trouve. Hein, tu vois, cette scène, pour ceux qui ont lu les livres, alors c'est pas du tout... Et pourquoi finalement? Parce que c'est pas une réplique non plus... Waouh, non? Parce qu'elle est tellement inattendue de la part de McGonagall à ce moment-là et c'est trop cool, quoi. Je sais pas. Et en tout cas, pour la série HBO, j'espère que vous ferez tout et du coup, vous ferez saison 5, l'Ordre du Phénix. Il n'y a aucun moyen de passer à côté de cette scène. Il faut absolument mettre cette réplique de McGonagall. Hein, parce que, évidemment, ça n'a pas été... J'espère qu'il t'écoute. C'est pas dans le film. Bah oui, il nous écoute, je t'ai déjà dit. Il écoute tout ce qu'on dit. McGonagall explique d'un ton étrangement anxieux que Harry doit faire attention avec le professeur Ombrage. Alors que la cloche sonne la fin des cours, McGonagall ajoute qu'Ombrage lui a infligé une retenue tous les soirs de la semaine à compter de demain. C'est ce qui était écrit sur le petit bout de papier. Tous les soirs de la semaine, Harry essaie de négocier auprès de sa directrice de maison, mais cette dernière est catégorique. Elle ne peut rien y faire. Harry tente de se justifier en disant qu'il disait simplement la vérité à propos de Voldemort.
McGonagall grimace en entendant le nom et elle lui intime de réfléchir un peu et de faire profil bas face à Ombrage. Elle lui ordonne ensuite de prendre un deuxième biscuit avant de lui demander s'il a écouté le discours d'Ombrage lors du festin. Harry répond que oui, elle a parlé de certains progrès qui seront interdits. En gros, ça voulait dire que le ministère va intervenir dans les affaires de Poudlard, quoi. Après l'avoir dévisagé un moment, McGonagall se lève, ouvre la porte, puis l'invite à sortir de son bureau en disant qu'au moins, elle est heureuse qu'il écoute son amie Hermione Granger. Ça, c'est trop mignon parce que c'est vraiment... elle sait que c'est Hermione qui lui a dit parce que tout seul, il n'y aurait pas pensé. Oui, de fou. De toute façon, toute la partie avec McGonagall, c'est réplique culte sur réplique culte, je trouve. Bah justement, c'est le moment, comme à chaque fin de chapitre, de choisir le personnage qui nous a le plus marqué. Ah désolé, Marina, normalement c'est toi qui anime. Non, mais... Vas-y. Bah, je sais pas ce que... Et déjà, c'est une fin de chapitre. Ah oui. C'est une fin de chapitre. Bon alors, Jérémy, Marie, quel personnage vous a marqué le plus dans ce chapitre? Moi, je me suis notée Hermione, parce que tout le long, je me suis dit, à chaque fois qu'elle intervenait, je me suis dit Hermione Queen. Elle est militante, elle met Harry à sa place, elle veut lire la Gazette parce qu'elle sait qu'il faut prendre les infos de l'ennemi. Elle est trop... dans ce chapitre, elle est trop bien. Elle est Hermione, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Même si je la trouve pas très juste quand elle demande à Ron de confier le message comme quoi faudrait pas qu'il se défoule un peu sur eux, c'est ce qu'elle dit, quoi. Là, je trouve qu'elle force un peu parce que... Mais elle a raison. Il se défoule souvent sur eux. Ouais, mais là, il avait raison aussi de dire en mode arrêtez de vous disputer, c'est hyper relou, tu vois. Enfin, je sais pas. Mais en fait, oui. c'est ok parce que Harry, il a besoin d'évacuer, mais en même temps, le recevoir, ça doit pas être confort non plus, quoi. Les deux sont plutôt légitimes dans leurs émotions, mais... Parce qu'ils se déchargent quand même pas mal sur Harry. Hein. En fait, les trois... Harry se décharge pas mal sur Ron et Hermione, quand même, niveau sentiment. Les trois sont un peu insupportables à leur manière, mais c'est pour ça qu'ils s'adorent, peut-être. Oui. Puis, de toute façon, tout le monde a des défauts, quoi. Dans un groupe d'amis, personne n'est parfait. Moi, du coup, sur le personnage préféré, je reste sur ma lancée avec McGonagall parce que... En plus, j'avais un peu oublié, j'avoue... que cette scène avec Harry, c'est dans le chapitre 12, enfin, c'est vraiment à la suite du premier cours avec Ombrage. Et j'étais ravi, en fait, d'avoir cette scène déjà, en fait, je ne m'y attendais pas trop. Et je sais pas, parce que j'adore sa fermeté à McGonagall, mais aussi son empathie. On parlait justement du manque d'empathie d'Ombrage, et là, on voit que McGonagall, c'est le contraire, c'est l'inverse, c'est l'anti-Ombrage, en fait. Parce qu'elle a beaucoup d'empathie vis-à-vis de Harry. Et c'est toujours marquant, justement, les moments quand elle sort de son personnage de prof sévère et qu'on voit Minerva, en fait, derrière le professeur McGonagall. Et là, c'est ce qui arrive et c'est peut-être une des plus belles scènes où ça arrive avec cette fameuse réplique Have a biscuit, Potter. J'adore. Trop bien. Et toi, Marina, du coup? Je sais pas, moi j'aime bien Hermione, mais au début du chapitre, dans le sens où elle rappelle aux garçons les mises en garde qu'ils ont eues dès le début d'année. Et elle remarque aussi que 2 mois plus tard, après la réapparition de Voldemort, même s'il y a beaucoup de gens qui doutent, en fait, justement, le monde des sorciers, il est déjà divisé, quoi. En même pas 2 mois. Et aussi, il m'a énervé, Ron. Si être l'unité, c'est être ami avec Serpentard, jamais de la vie. Ça, c'est Harry qui disait ça, aussi. Ah ouais? Ouais, Harry, il a dit ça dans le chapitre précédent. Ah oui. Il le dit à Nick quasi sans tête, ouais. Et en fait, ils comprennent pas du tout ce qu'est une unité, en fait, et être unis devant l'adversité. En fait, pour le coup, ils se trompent d'ennemis, là, pour les élèves Serpentards. Ouais. Et est-ce que vous avez renommé le chapitre du jour? Oui, et je dois dire que c'est assez laborieux comme exercice, en fait. On se rend pas compte, mais c'est terrible. Mais j'ai quand même renommé Harry Potter, chapitre 12, Le diable s'habille en rose bonbon. Oh pas mal, très bien. Très bien. Excellent. Petite ref cinématographique et littéraire aussi. Oui. Moi, c'est pas un rap. Ça va être un rap encore. Absolument pas eu le temps de faire un truc comme ça. Moi, c'est en fait c'est une réplique d'un personnage dans ce chapitre
Je trouve qu'il résume bien un peu ce qui se passe. Ça serait Harry Potter et l'Ordre du Phénix, chapitre 12, Maboule et Bougon. C'est Peeves qui dit ça. Et Maboule et EST, tu vois. Le Maboule et Bougon. Ah. Parce que c'est pour ça que j'ai pas trop précisé ce qu'il chante, parce que je voulais garder cette... Et le Maboule, c'est Harry? Ouais, c'est Harry les Indiens, nanana. Oh, Maboule et Bougon, tu vois. Il parle un peu comme ça. Et du coup, j'aurais aimé que ce chapitre s'appelle Maboule et Bougon, parce que t'es là, mais qu'est-ce que c'est ce type de chapitre? Ça aurait été cool. Je pense que vous allez pas avoir tout de suite ma référence parce que je chante très mal, mais c'est It's Umbridge Beach. C'est hyper dur à dire. Ah, c'est ça que tu m'as demandé tout à l'heure, si on pouvait mettre un effet sur la voix. Vas-y. Je voulais le même ton que Britney Spears. Tu sais, quand elle arrive là sur scène comme ça, elle It's Britney Beach. Ah, elle le dit vraiment ça? Moi, je pensais que c'était que Michael Scott dans The Office. Mais pas du tout, parce qu'en plus, la musique en fond qu'il a, c'est Keisha. Oui. Ou Lady Gaga. C'est Lady Gaga, ouais. Ok. Ah oui, Britney Spears, ça disait ça. Ah, ok, d'accord, ok. Et du coup, pourquoi? Attends. Bah, son bridge, la beach. Ah, arrive, ok. It's Umbridge Beach. Oui, désolé, j'ai pas l'accent. D'ailleurs, il y a une petite ressemblance dans la sonorité, quoi. Beach, Umbridge, en anglais. Ça... Ouais, ça a presque une rime. Oui. Une fausse rime. Et il y avait aussi cours de défense sans défense. Oui. Voilà. Eh bah, dis. Eh bah, dis. Eh bah, dis. Là, 2 titres de renommage, c'est cool. Et nous passons à La Volière. Et nous commençons avec le premier hibou sonore d'Estelle. Salut Jérémy, salut Marina. Alors moi c'est Estelle, je vous envoie ce petit hibou parce que j'ai une réflexion à vous faire. Je suis en train de relire Les Reliques de la Mort, le chapitre où Hermione raconte le récit des 3 frères, et je suis un petit peu interloquée par la réaction d'Hermione quand Monsieur Lovegood lui explique qu'il existe 3 reliques et que elle pense que ce sont des sornettes, que ça ne peut pas exister, que c'est simplement un conte pour enfants. Déjà, je trouve ça un peu rigolo parce que Harry Potter est un conte pour enfants, mais pas que. Donc, ça fait une sorte de mise en abîme qui est plutôt sympathique. Et en plus, voilà, on est dans un univers magique, donc pourquoi ne pas croire à des reliques de la mort? Et en plus, quand on pense que Hermione est une Némoldue, on peut se demander comment, en tant que Némoldue, elle a pu croire quand elle a reçu sa lettre qu'il existait tout cet univers magique alors qu'elle est tellement rationnelle. Et là, elle ne peut même pas croire qu'il existe 3 reliques de la mort. Donc, je trouve ça à la fois rigolo et peut-être même un petit peu invraisemblable, sa réaction quand Monsieur Lovegood explique tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout. Je vous fais des bisous et puis merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi, Estelle. En fait, ouais, c'est vrai que c'est dur avec Hermione de comprendre son côté terre à terre, alors qu'elle vient d'une famille moldue, et que du coup, son côté terre à terre aurait dû peut-être disparaître quand elle a appris le monde de la magie. Parce qu'en fait, là, ce que je pense au niveau du conte des 3 frères, c'est que pour elle, c'est un conte populaire. C'est la manière que les reliques lui sont présentées, en fait, et le fait d'échapper à la mort. Parce qu'il y a une question aussi qu'on n'aborde pas forcément chez les sorciers, c'est mais est-ce que du coup, est-ce qu'ils croient à la grande faucheuse? Rien que ça. La mort, oui. Oui, la mort, quoi. La mort qui les pourchasse, les 3 frères, la grande faucheuse. Ouais, parce que Beedle le Barde existe, on sait qu'ils ont leur propre conte. Oui, mais c'est des contes. Oui. Ouais, mais je pense mais est-ce que ça fait partie de leur réalité, la faucheuse? La mort. Je pense que, tu sais, quand tu regardes un peu ce que raconte le chicaneur, je pense qu'il y a le monde de sorciers aussi, on leur mythe et légende, tu vois. Et justement, je pense que Hermione, pour elle, c'était un mythe et une légende pour elle, pas plus. Bien que, à chaque fois, la question qu'on se pose, c'est pourtant, elle sait très bien que la cape d'invisibilité existe. Oui, mais pour elle, c'est pas forcément une relique de la mort. Tu vois. Les 3 n'existent forcément. Ouais, voilà. Pas forcément. Et puis aussi, moi, je m'étais noté que elle croit en la magie parce qu'elle a la preuve que la magie existe. Mais si on lui avait dit en tant que Moldu la magie existe, je suis pas sûre qu'elle y aurait cru
Et j'ai cherché super longtemps, mais je me suis souvenu que Luna lui disait dans le 5 d'ailleurs, le chapitre d'après, elle lui dit: «Tu es tellement borné qu'il faut tout te mettre sur le nez pour que tu y crois». Oui. Et en Oui, plus, le c'est fait que ce vrai. soit Xenophilus Lovegood qui lui dise Ouais. ce truc des 3 frères, alors que pendant tout le 5, elle dit que son journal, c'est une big poubelle, je pense que ça aide pas au fait qu'elle y croit pas, quoi. Et qu'il a une corne d'éruptif dans son salon. Et puis aussi, Hermione, elle a une sorte d'orgueil aussi, je dirais. Ouais. Et de fierté. L'histoire qu'en fait, c'est comme tu l'as dit, Marie, c'est que c'est Xenophilus qui lui apprend quelque chose. Ça, elle peut pas le supporter. Ouais, puis du coup, Hermione, c'est la preuve que on peut venir d'un monde moldu, de parents moldus, être un né moldu, apprendre qu'on est sorcier ou sorcière, et puis rester cartésien. Hermione, en fait, c'est une sorcière, mais elle reste une grande cartésienne quelque part. Et je pense qu'elle a du mal à donner du crédit aux légendes, aux mythes. C'est le conflit qu'elle a avec Luna, c'est le conflit qu'elle a avec la famille Lovegood, le chicaner, tout ça. En fait, elle aime la véracité historique des faits, mais ça s'arrête là. Et tant qu'elle n'a pas la preuve, tant que, comme tu disais, Marie, tant que c'est pas sous son nez, elle va pas donner du crédit. Mais sauf ça. que ce qu'elle sait pourtant, c'est que la magie était sous son nez depuis le départ, depuis sa naissance, mais elle l'a jamais vue. Et oui, elle pourrait s'inspirer de son parcours à elle, d'avoir appris à ses 11 ans qu'elle était une sorcière. Alors, le truc qui m'a toujours posé question, moi je me demande, est-ce que Hermione, elle a eu des prémices de sa magie, comme a pu l'avoir Harry, tu vois, avec le zoo, avec tout ce qui lui arrive, le fait qu'il repousse ses cheveux et tout. Est-ce que sa magie s'est exprimée à un moment donné avant qu'elle reçoive sa lettre? Est-ce qu'elle s'est déjà posé des questions? J'aimerais bien le savoir, ça. Ouais, puis peut-être aussi que Harry, ça se manifeste si violemment parce qu'on le bloque, alors que si elle, ça arrive d'une manière peut-être plus douce, elle s'en rend pas compte, ou c'est moins intense que Harry. Et il y a un truc super intéressant aussi par rapport au fait que le conte des reliques de la mort, c'est un lien direct avec Hermione, parce que c'est Dumbledore qui lui lègue les contes de Biddle le Barde. Et moi, je me demande même si c'est pas un défi que lui a lancé Dumbledore en lui confiant ce fameux livre. En gros, décoder la vérité. Et oui, parfois, la vérité peut se trouver dans des légendes, dans des contes, et il faut dépasser ses a priori. Je me demande si c'est pas une espèce de petit défi que lui lance Dumbledore ici. Et aussi, je pense que l'intérêt de donner cette mission à Hermione, de la mettre sur la voie des reliques de la mort, c'est aussi pour que Hermione ensuite mette en garde Harry à propos des reliques. Parce que même si elles existent vraiment, en fait, les reliques, c'est pas le bon choix pour Harry. Il doit se concentrer sur les Horcruxes, pas sur les reliques. Et peut-être la plus à même à comprendre ça, c'est Hermione. Mais d'abord, il faut qu'elle décode par le conte cette réalité des reliques de la mort. Et c'est un sacré défi pour Hermione. Il faut qu'elle ouvre son esprit. C'est ça. Il faut qu'elle croie au ronflac cornu. Voilà. C'est intéressant. De l'analyser sous le prisme de pourquoi Dumbledore lui a confié le livre de Biddle le Barde. C'est là où ça devient super intéressant. C'est là où on voit aussi que la personne qui a peut-être le plus compris Hermione, ça doit être Dumbledore. Je voulais juste dire que le fait que Dumbledore lui offre que ça vienne de lui et que ça soit une certaine autorité, ça va lui faire accepter plus vite, parce qu'elle a besoin un peu de ce truc d'autorité. Donc si ça vient de lui, c'est peut-être plus facile de prendre en compte ça comme une vérité. Ouais, exactement. Ça vient pas de nulle part, c'est Dumbledore quand même. Et Dumbledore, c'est quelqu'un. Il est beaucoup plus légitime à ses yeux que peut l'être un Xenophilus Lovegood, par exemple. Ouais. Allez, on passe au deuxième hibou sonore. Il nous a été envoyé par Laetitia. Bonjour la fréquence, moi c'est Laetitia, je vous écoute depuis un moment et j'écoute également les livres audio. Et en écoutant le tome 7, j'ai une question, c'est le sortilège de Fidelitas avec le gardien du secret. J'avoue qu'avec plusieurs écoutes, je ne comprends pas du tout ce que c'est ce sortilège. J'arrive pas à comprendre comment qu'il fonctionne. Donc si jamais vous avez des réponses, sincèrement j'adorerais en avoir. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites et bonne continuation, à bientôt. Merci Laetitia. Alors, qu'est-ce que le sortilège de Fidelitas? C'était pas évident, surtout pour ceux qui ont surtout les films en tête ou qui n'ont pas lu les livres. Après, en vrai, il y a une logique assez implacable derrière ça. En gros, c'est un sortilège qui permet de cacher un secret. Pas forcément un lieu d'ailleurs, hein. Ça peut être n'importe quel secret en vrai. Le processus, c'est qu'on confie le secret à une seule personne, et cette personne, d'origine, c'est le gardien du secret. Donc, dans le cas d'un lieu
protégé par le Fidelitas, le seul moyen pour pouvoir rentrer et pour pouvoir accéder à ce lieu, c'est que le gardien donne l'information. Donc le gardien peut propager l'information. Mais il faut que ça passe obligatoirement par lui. On a plusieurs exemples, évidemment. C'est la maison des Potter, peut-être le plus évident. Pettigrew était le gardien du secret. Il a partagé ce secret à Voldemort. Ça a précipité la chute de James et Lily. On a le 12 corps Grimoire. C'est Dumbledore, le gardien du secret. C'est pour ça que pour y rentrer la première fois, Harry doit lire un parchemin écrit de la main de Dumbledore, parce que seul Dumbledore, seul le gardien du secret, peut confier un secret. On a la chaumière au coquillage aussi, et c'est Bill, le gardien du secret, etc., etc. Je sais pas si vous avez autre chose. Le Fidelitas est assez clair, je trouve, même si on n'en a pas beaucoup d'exemples, parce qu'en fait, on n'a que des exemples de lieux, mais a priori, c'est un sortilège qui pourrait être aussi utilisé pour garder n'importe quel secret, genre un secret de famille, par exemple. Mais justement, est-ce que ça peut pas être mélangé avec le serment inviolable aussi? Ouais, parce que le Fidelitas, c'est vraiment la volonté du gardien de ne pas le transmettre, alors que le serment inviolable, il y a plus une contrainte de le décès, en fait, de la personne. Oui, c'est ça, c'est que, en gros, la personne qui a le secret le confie au gardien du secret, et du coup, c'est un rapport de fidélité, genre je te fais confiance, d'où le sortilège de Fidelitas. Mais si le gardien du secret révèle le secret à quelqu'un à qui il n'est pas censé le faire, rien ne peut lui arriver. La preuve, Pettigrew l'a fait avec Voldemort, et tu vois, t'es pas inquiété en tant que gardien du secret. En gros, c'est vraiment une relation de confiance et de fidélité, tout simplement. Alors qu'effectivement, le serment inviolable, c'est une contrainte des deux côtés, en fait. Nous passons au hibou sonore d'Aurélie. Bonjour la fréquence, je m'appelle Aurélie, je vous écoute dans ma voiture, sur les routes de Charente, où je suis aide à domicile. Et lors du chapitre « Le ministère de la magie », ma petite fille qui était à l'arrière écoutait attentivement. Puis, une fois que l'épisode terminé, se tourne vers moi et me dit « Maman, si les sorciers ont volé le Poudlard Express, est-ce que ça veut dire que le ministère a dû envoyer des sorciers passer la formation de conducteur de train ou ils utilisent la magie pour le faire rouler ? Voilà, est-ce que vous pourriez éclairer la lanterne de ma petite Potterhead de 9 ans ? Je vous remercie. Trop mignon, merci Aurélie. Et bisous à ta fille. Qui se pose des bonnes questions. Bah ouais, en fait, parce qu'il parle partout du machiniste du Poudlard Express. Donc il est un machiniste. Est-ce que, parce que c'est un train à vapeur, hein, ils le font vraiment marcher comme avant avec le charbon et tout, mais est-ce que le charbon a mis comme par magie ? Et je doute que le machiniste, en fait, ait été faire une formation près des Moldus. Ouais, je sais pas. Surtout je pense quand... pas non plus, mais j'aime à le penser. Oui. Ouais, clairement. Je veux bien arriver au petit truc de la SNCF et dire bon, bah, je viens pour prendre mon petit cours et être habillée n'importe comment. On a un exemple comme ça, par exemple, dans l'épilogue, on apprend que Ron a passé son permis moldu pour conduire. Il a lancé un sortilège de confusion à l'examinateur, mais quand même, tu vois, des fois, les sorciers aiment bien s'amuser, tu vois, dans le monde moldu, en tout cas, apprendre ce qu'apprennent les moldus eux-mêmes. Après, est-ce que le machiniste a une formation SNCF ? C'est quoi C'est quoi en Angleterre, d'ailleurs ? Oui, il y a un équivalent, mais le nom m'échappe. Mais ouais. Après, aussi, moi, je pense un peu à Arthur, et je me demande s'il n'y a pas un truc un peu hybride, un peu entre les deux. C'est-à-dire que ça marche au charbon comme la locomotive de base, que les sorciers ont volé au Moldu, hein, je le rappelle. Mais est-ce que la magie les aide pas à la faire fonctionner ? Je veux dire, ils changent pas le fonctionnement en soi de la locomotive, mais la magie, en fait, ils utilisent la magie pour que ça soit moins pénible à faire, quoi. En gros. Les inventions d'Arthur, c'est un petit peu ça. Ils changent pas la mécanique, mais ils l'améliorent avec un petit coup de baguette magique, quoi. Donc, je vois bien le machiniste quand même piloter et avec sa baguette magique, quoi. Enfin, je le vois pas vraiment avoir la pelle, les mains pleines de charbon. Enfin, les sorciers, ils sont attachés au confort de leur magie, quand même. Simplement British Rye. British Rye. À chaque fois, c'est priceless quand tu veux. C'est laborieux. Tucci nous dit « Et si le machiniste serait un crack-molle et que justement c'est l'une des carrières qui peuvent leur être ouvertes ?» Ah, pourquoi pas, hein. Ça se trouve, c'est rusard.
Il fait plusieurs métiers. Que les tâches hyper chiantes. Ah, ça peut être... j'aime bien l'idée aussi que ça pourrait être un crack-mal. Mais du coup, ça impliquerait zéro magie, là. Ouais. Ah bah ouais. Et puis c'est hyper physique, en plus, comme boulot. Hein. Ah bah c'est oui, hyper oui. dur. Quand tu vois les trains à vapeur de l'époque et tout. Même si il y a certains trains à vapeur qui existent toujours. Hein. D'ailleurs, la locomotive qui a été utilisée pour le film, on peut toujours la prendre et Sauf que... se faire le voyage. Alors, sur je me souviens plus l'article, mais il prévoit de la faire marcher au diesel maintenant. Ah merde. Ok. Ah, ça serait dommage parce que voilà, c'est un... Surtout le diesel, hein. Mais bon. Bah ouais, parce que bon, c'est un... Ouais, surtout avec les films Harry Potter, c'est devenu une icône, quoi. De passer au-dessus du viaduc de Glenfinnan en Écosse et tout, c'est quand même... Moi, j'aimerais beaucoup le faire, par exemple. Donc, il faut vite qu'on y aille avant qu'ils en fassent un truc électrique ou je sais pas quoi. Ça faisait un peu boomer... C'était mieux avant, la locomotive, là. Le fait que ça soit à vapeur, parce que toi, tu veux grimper dedans ou le voir Ah non, vraiment. passer. Ah ouais, j'aimerais bien prendre le train. Alors, j'aimerais bien les deux. Je préfère... Enfin... Si tu prends le train, on s'en fout, tu vois pas la vapeur vraiment... Ouais, mais t'es dedans, tu vois. J'aimerais bien les deux. J'aimerais bien le voir passer sur le viaduc et puis être dedans aussi. Mais... Je crois que tu peux faire les deux, d'ailleurs. Oui, enfin, mais si tu t'organises bien, tu fais les deux. Ouais, au bon endroit et tout. Ouais. C'est pas si facile, apparemment. Ouais. On passe au dernier hibou sonore. Je pense que c'est un ami podcasteur ou youtubeur ou tiktoker, je ne sais pas, parce que vous allez voir, il y a un son de podcast. Et son pseudo, c'est Pingouin. On écoute ça. Salut Marina, salut Jérémy, salut les fréquenceurs et salut l'invité s'il y en a un. Moi c'est Pingouin et j'ai 2 petits points que j'aimerais aborder avec vous juste pour le plaisir du débat. Concernant le bout de quelqu'un qu'il faut ajouter dans le polynectar, impossible, comme vous avez fini par conclure dans l'épisode en question, qu'il soit basé sur l'ADN. Sinon Barty Croupton Jr. n'aurait ni jambes ni œil en moins puisque ce sont des informations qui ne sont pas codées dans l'ADN. Il y a bien donc un côté information magique en temps réel dans ce bout de quelqu'un, ce qui pourrait expliquer la nécessité de garder en vie Maugrey Folleuil dans sa malle, en plus du fait que ce soit pour l'interroger de temps en temps sur ses connaissances et ses habitudes. Deuxième point, et je vais pas me faire des amis, mais pour moi Dumbledore est un Serpentard. Toute sa jeunesse, il a été individualiste, ambitieux et prônait le plus grand bien. Impossible qu'il ait été placé à Gryffondor par le chapeau magique. Et me parlez pas de chapeau flou, c'est comme les mi-flaireurs et autres inventions post-saga. Si c'est pas dans un des 7 livres, ça fait pas partie de mon lore personnel. Donc Dumbledore, Serpentard, et en vrai ça aurait été génial, parce que ça aurait été un parfait exemple du fait qu'un Serpentard n'est pas automatiquement malveillant. Ça aurait donné plus de nuances à cette maison, et ça aurait pu être une info qu'on aurait découvert après la mort de Dumbledore par exemple. Voilà pour moi, merci pour votre travail, et j'attends le prochain épisode avec beaucoup d'impatience. Merci, Pingouin. Est-ce que tu fais des traits d'horreur? Ah, t'as une voix beaucoup plus radiophonique que nous, en tout cas. Clairement. J'adore. Alors, si on prend la première question, enfin, c'est une interrogation qu'on s'était déjà posée. Ouais, effectivement, comment fonctionne le polynectar? Est-ce que ça fonctionne uniquement sur l'ADN? C'est vrai qu'on n'avait pas relevé ce truc-là dans l'ADN. Il n'y a pas l'information qu'il te manque un bras ou une jambe. Donc, ça marche pas, c'est vrai. Donc, non, Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai qu'on prend l'âge et l'apparence de la personne en qui on se transforme. Donc, alors après, est-ce que c'est pas une espèce d'empreinte figée de ce qu'est la personne au moment où on lui a pris un morceau, genre un cheveu, tu vois, genre c'est pas vraiment de l'ADN comme nous on le connaît scientifiquement dans notre monde, mais c'est plus, en gros, par exemple, le cheveu, il a, c'est une empreinte de ce qu'est la personne au moment où tu lui as pris, quoi. Et du coup, je me suis demandé si on part de cette hypothèse-là, fanfiction, si on utilise, ça va vous dégoûter, je pense, si on utilise un ongle qui date d'il y a 30 ans, disons, t'as un ongle tout pourri, là. Arrête! Pourquoi tu déconnes? Je pense qu'on se transformerait en une version rajeunie de 30 ans de la personne. Tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple... Tu te transformerais en ongle de pied géant, c'est tout ce que tu veux. Par exemple, ma mère, elle a ce truc trop bizarre pour moi et mes sœurs. Elle a gardé nos dents de lait dans une boîte. Oui, moi aussi. Et les dents, horrible. elles pourrissent, elles deviennent jaunes, horrible. noires et tout. Et je pense que si tu utilises ça dans le polynectar, du coup, tu te transformes en moi enfant. C'est horrible. Je sais pas bien pourquoi cette elles font hypothèse. ça à nos mères, c'est terrible. Ah ouais, c'est dégueu. J'ai horreur de cette boîte. Sauf que moi, elles sont hyper bien conservées. Elles sont toutes blanches et tout. Ah ouais, non, moi, ça pue le rat crevé là-dedans. Ah, bon, non, moi, non, ça pue pas, mais c'est genre, c'est des dents pourries, quoi. Mais, et puis en plus, tu lui dis, hé maman, t'as toujours mes dents? Ah bah oui, au-dessus du placard. Et là, t'en compte, c'est oui. ça. Non, mais moi aussi. C'est une petite abeille. C'est une petite abeille dans une boîte en forme de cœur. Voilà.
La boîte est mignonne, mais le contenu... Oui, c'est l'horreur là-dedans. Non, ce qui est mignon, c'est qu'ils ont gardé, ils ont fait un petit classeur, ils ont gardé mon bracelet de naissance, avec la taille et tout, stylé ça. et avec mon journal de naissance, mon journal Ok. du jour. Ça, c'est stylé, ça. Ouais, ça c'est pas mal du tout ça. Non, moi c'est juste mes dents pourries moi. Mais voilà, je sais pas, j'ai développé cette hypothèse du coup. C'est pas vraiment de l'ADN, mais c'est une empreinte de ce qu'est la personne au moment où tu lui soutires le truc, ce qui pourrait peut-être te permettre de t'amuser sur l'âge et sur l'apparence de la personne. Mais attends, du coup, ça veut dire que tu... Vas-y. Est-ce que ça implique un ongle de pied pourri ou pas, ton hypothèse? Mais non, mais admettons, tu trouves un truc d'ADN du jeune Jérémy. Ouais. Genre à 20 ans. Bah du coup, ouais, je pense que je me transforme en moi. Ah, je sais pas si tu peux te transformer en toi. En toi, mais sans calvitie, du coup. Ok. Alors, sur ta deuxième... Pardon. À deux doigts de muter le micro de Marina, là. Pardon, c'était personnel. Bah, en vrai, non, ouais, pourquoi pas. Mais Oui. j'espère que c'est pas possible parce que sinon, ça peut... Surtout si tu peux te transformer en toi-même jeune, ça peut vite tourner, tu sais, en sorcière Disney, quoi, tu vois. En substance. Bah non, oui, voilà, substance, quoi. C'est genre, tu veux à tout prix être le toi-même, mais de ta jeunesse et tout. Et bon, ça peut être des bails sombres après. Et puis, il faut avoir conservé aussi de l'ADN de nous jeunes. Ouais. Parce que un cheveu, ça va, mais il faut l'avoir fait à l'avance, quoi. Pas trop jeune, en fait, parce que là, pour le coup, on a les dents, on a tout ce qu'il faut. Il y a des parents qui gardent aussi les cheveux et tout, et le cordon ombilical, le petit prépuce pour les gens circoncisés. Oh, le polynectar au prépuce. On l'avait pas vu venir, celui-là. Eh ben, pourquoi pas. Mais attends, du coup, si tu bois... C'est dégueu, hein, mais si tu bois du polynectar avec du placenta dedans... Oui. Du coup, tu transformes en bébé? Je sais pas. Non, tu te transformes en homme de pouvoir du gouvernement. Ah oui. Tu deviens méga super intelligent. Tu deviens un reptilien de l'élite intermondialiste. Et sinon, sur ta deuxième interrogation, Pingouin, par rapport à Dumbledore, est-ce que ça aurait été... T'as un autre truc d'ADN qui date d'il y a... attends, on va pas s'en sortir, Pingouin. T'as lancé un truc, là? T'as tes vésicules biliaires, là, tes calculs. Ah, mes calculs. Bah, je pense qu'en vrai, ça marche. Par exemple, ouais, des calculs rénaux. Je pense que dans le polynectar, tout fonctionne, en vrai. Il n'y a pas que les cheveux. Tu sais, on dirait qu'on parle du cocktail de fin de soirée, là, dans les soirées étudiantes qui se terminent mal. Hein. Je faisais des coliques Attends, c'est quoi? Coliques hépatiques, je crois. Hépatique, ouais. En gros, des calculs dans la vésicule biliaire. Et en gros, quand ça arrive, en fait, parce que du coup, c'est quand même assez douloureux. Hein, bon, je suis tombé dans les pommes d'urgence. Enfin bref. Ouais. Donc, en gros, ils enlèvent la vésicule. Et en fait, une fois qu'ils m'avaient opéré de la vésicule, qui est une opération assez bénigne et tout, en fait, ils m'ont montré les calculs qu'ils ont retirés. Et en fait, ça faisait comme des haribots. Des dragibus. Oui, vous voyez les grands dragibus noirs? Bah, c'est ça, en fait, ça ressemble à ça. Et le chirurgien tout content de dire: ah, bah, regardez tout ce qu'on a récupéré et tout. J'étais là. Ouais. Attendez, je vais prendre ça, je vais le garder pour du polynectar, pour des petites archives. Mais ouais, en plus, ils pensent que tu veux faire quoi de ça? Je sais pas, ils sont contents de te le montrer. Oui, Dumbledore Serpentard. Alors, c'est intéressant, moi, je trouve, cette idée de... plutôt que... Parce que, bon, Dumbledore et Gryffondor, hein, c'est canon, mais je suis d'accord avec Pingouin, ça aurait été intéressant qu'on apprenne qu'il a été réparti à Serpentard. Ça aurait pu effectivement donner une autre image de la maison. Et surtout que Dumbledore, il a quand même un côté assez Serpentard dans sa jeunesse. Surtout à la fin de sa scolarité, il l'a toujours, au moment où il se met à la quête des reliques avec Grindelwald. Enfin, quand même, ça aurait très bien pu coller, je trouve. Après, est-ce que son courage domine pas son ambition? Dumbledore, Gryffondor, ça fonctionne. Mais Dumbledore, Serpentard, ça aurait pu fonctionner aussi. Et ça aurait peut-être été plus intéressant dans l'histoire. En tout cas, que ça soit un truc que Harry apprend sur le tas, que ça vienne comme un twist, en fait, que en fait, Dumbledore, c'est pas un Gryffondor, c'était un Serpentard, quoi. J'aurais trouvé ça intéressant. Mais comme on a dit, de toute façon, on a tout le mélange des différentes maisons en nous aussi. Ça m'étonnerait pas qu'il ait été chapeau flou, d'ailleurs, entre Gryffondor et Serpentard. Enfin, pour moi, il a vraiment un truc entre les deux. Ça, c'est clair. Et
il a de l'ambition, Dumbledore, surtout quand il était jeune. Il voulait faire le tour du monde, il voulait en apprendre le plus possible sur la magie, il voulait être quelqu'un d'important. Il a été frustré d'être d'être retenu à la maison à cause des drames familiaux qui se sont succédés. Et en plus, dans ce contexte-là, il a rencontré Grindelwald qui avait des idées assez extrêmes, anti-moldus, etc. Et il est tombé un peu dans ce discours-là, en mode, bah oui, pour le plus grand bien, oui, les sorciers sont supérieurs aux moldus, il faut prendre le pouvoir et tout. C'est quand même un bail très Serpentard, tout ça, quoi. Mais voilà, j'aurais trouvé ça intéressant. En tout cas, j'aime bien l'idée qu'il soit un peu chapeau flou entre Gryffondor et Serpentard. Et puis même dans son âge d'or, enfin comme on le connaît maintenant, il y a quand même ce truc de grandeur, de noblesse qui le caractérise assez bien. Enfin, il est brave, mais en regardant tous les adjectifs, je trouve qu'il est plus défini par tous les adjectifs Serpentard Ouais, c'est vrai. que Gryffondor, si ce n'est le courage, mais le reste, grandeur, fierté. Enfin, il est quand même très fier, Dumbledore, même si on le ressent moins maintenant. Mais T'as quand même la détermination, non, pour Gryffondor? Oui, mais alors moi, ce qui me ferait dire quand même que Dumbledore, ça reste un Gryffondor et qu'il a toute sa place, évidemment, en tant que Gryffondor éternel, c'est que... Mais ça vient sur le tard, ça vient après sa scolarité. Mais après la mort de sa sœur, il se dit... il a cette intelligence d'esprit de se dire, j'ai été corrompu par ma soif d'ambition, par ma soif de pouvoir, et ça m'a conduit à ce drame. Et en fait, ça ne doit plus jamais arriver. Et à partir de là, il s'est fait la promesse à lui-même que, par exemple, il ne prendra jamais le pouvoir, qu'il ne voudra jamais devenir ministre de la magie. Et c'est quand même un processus psychologique qui est pour moi anti-Serpentard ici. C'est-à-dire que le Serpentard, quand même, tu restes ambitieux toute ta vie. Si une opportunité s'offre à toi, tu vas la prendre. Et Dumbledore, à un moment, il fait le choix de plus prendre, quoi. Non, puis détermination, c'est de toute façon Serpentard. Détermination ? non, c'est Gryffondor, j'avais renoté. Ouais, c'est Gryffondor, ouais, je pense. Ouais. Quoi, Bon, après, de toute façon, c'est des mots-clés qui peuvent aussi, en fonction de ce que tu y vois, tu vois, qui peuvent s'accorder un peu à toutes les maisons. Mais c'est intéressant, en tout cas. Mais puis, Dumbledore, de toute façon, est un personnage complexe. Donc, en fait, tu peux pas... Enfin, la seule lecture de bah oui, Dumbledore, il est Gryffondor et que c'est indiscutable, bah non, parce qu'il est tellement complexe qu'en fait, voilà, ça pourrait très bien fonctionner à Serpentard. On pourrait très bien tenir un discours similaire sur Serdaigle et Poufsouffle, si ça se trouve. J'étais en train de réfléchir, son sacrifice qu'il a fait avec, tu sais, la main qui devenait toute noire. Ouais. Puis de toute façon, il savait qu'il allait mourir, etc. Ouais. Finalement, est-ce que c'est pas une repentance aussi? Parce que, ok, il a manipulé Harry pendant des années, mais est-ce que finalement, il se repentit pas comme ça? Bah, c'est un move très Dumbledore, tout ce truc-là. C'est-à-dire que au moment où il voit la pierre de résurrection dans la bague de Gaunt, quand il détruit l'Horcrux, il redevient le Dumbledore de 18 ans et il voit la relique qu'il a longtemps cherchée. Et là, il réfléchit pas et il tente de la saisir. Et alors que bon bah il y a un maléfice incurable dans la bague, et donc du coup voilà. Enfin, du coup, il est un peu tenté comme un Serpentard pourrait l'être. Et finalement, bah quand il est condamné, il prend un peu cette erreur et sa condamnation comme un Gryffondor aussi, parce qu'il est là en mode ah bah c'est comme ça, bah de toute façon bah voilà, hein, c'est ma fin, je l'accepte, c'est comme ça, j'ai péché. Il y a un truc un peu, tu vois, voilà, où il accepte d'avoir fait cette erreur. Et enfin bref, je sais pas, c'est un personnage complexe, de toute façon. On va terminer cette volière par cette question qui a déchaîné les foules, surtout la question de l'ADN. Oui. Donc c'est terminé pour cette volière. Dites-nous en commentaire si vous aussi vous avez vos vieilles dents de lait toutes pourries dans une boîte chez vos parents, ça nous intéresse. Prenez pas de photos par contre. Donc pour participer à cette volière, on attend votre vocal d'1 minute que vous pouvez nous envoyer en MP sur Insta ou Facebook, ou bien par email si vous préférez, à l'adresse qui est en description comme toujours. On vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux en question et à vous abonner sur l'appli d'écoute que vous utilisez, comme ça vous êtes sûr de ne rater aucun épisode. Merci à toutes celles et ceux qui laissent des étoiles et des commentaires, ça nous aide beaucoup pour le référencement, tout ça, l'algorithme, vous connaissez. C'est possible maintenant de créer des fils de commentaires sur Spotify, c'est-à-dire que vous pouvez répondre à des commentaires qui ont déjà été publiés, un peu comme sur YouTube, en fait, c'est le même principe. Et c'est assez chouette parce que du coup, sous chaque épisode sur Spotify, il y a un espace commentaire qui... Vous pouvez discuter entre vous. Discuter, ouais. Et nous, on modère tout, donc en fait, on lit absolument tout ce que vous nous envoyez. Mais soyez sages quand même. Hein. Oui, soyez sages, mais de toute façon, on modère. Vigilance constante, comme dirait un certain Maugré. Non, retenue d'ombrage.
Donc voilà, on adore lire vos réactions, on passe tout en revue, donc n'hésitez pas à sortir de l'ombre si ça vous dit. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez soutenir notre travail sur Patreon. Je pense que vous commencez à connaître par cœur. Pour 4 € par mois, vous ferez partie du prestigieux club de Slug avec tous nos patronus, avec l'accès aux enregistrements vidéo et aux after-shows exclusifs. Patreon, ça s'utilise comme une appli d'écoute, c'est super pratique. Autrement, vous pouvez aussi lier votre compte Spotify ou même écouter les after-shows en les important sur votre appli d'écoute préférée. Et pareil, la procédure, elle est quand même assez simple. Bref, ça vous permet d'accéder à l'ensemble du contenu qu'on produit et ça nous permet à nous de continuer le podcast et de professionnaliser notre petite fréquence. Merci à tout le monde, les amis. On adore entendre vos voix dans la volière, mais pourquoi pas venir nous rejoindre carrément sur un prochain épisode en tant qu'invité. C'est possible, évidemment. La plupart du temps, on est accompagné par des invités auditeurs et auditrices, comme vous le savez, et comme c'est le cas avec Marie sur cet épisode. Pour candidater, c'est simple. Il suffit de nous envoyer un vocal de présentation de 2 minutes maximum, soit par mail, soit sur Discord. Ça marche aussi. Il y a de l'attente, donc lancez-vous. Et tous les portes au loin sont en description de l'épisode. Donc rendez-vous là-bas si vous avez besoin de transplaner vers notre boîte mail ou autre. Marie, pour participer, tu nous as fait parvenir un pot de vin. Pour t'en remercie. C'est pas vrai. C'était avec plaisir. Non, Marie, c'est ce que tu as fait, c'est que tu as candidaté sur Discord il y a quelques mois. Il y a quelques mois, je ne sais pas combien de mois exactement. C'était au début d'année, on avait on avait dit ça. Mais en tout cas, est-ce que ça valait le coup d'attendre ? Oui, franchement, c'était très chouette et c'était pas si long l'attente, donc ça va. Et est-ce que tu as passé un beau moment ? Est-ce que tu as été moins anxieuse ? Oui, j'ai passé un très bon moment. Et c'est assez agréable de passer de l'autre côté et aussi de se rendre compte du travail que vous faites, parce qu'en relisant le chapitre, je me suis dit, mais genre devoir tout analyser, ça prend un temps monstre et je voulais quand même le souligner parce que on se rend pas compte quand on écoute et que juste on apprécie le contenu. Bah surtout que là, en fait, on s'est rendu compte avec Jérémy que les épisodes, les chapitres vont être très, très denses en informations. Le 5, ouais. Donc, ouais. Ça va être sympa. Bah, vous prenez le 4, vous prenez le 5. Le 5 est beaucoup plus gros que le 4, mais pourtant, il a qu'un chapitre de plus. Donc, ça veut dire qu'il y a des chapitres qui sont assez denses. De toute façon, de base, quand ça dépasse dans les versions poche, quand ça dépasse les 30 pages, là, c'était le cas. Des fois, on s'arrache un petit peu les cheveux avec Marina, on se dit, wow, ça fait beaucoup, c'est très dense. Mais on arrive toujours à s'en sortir. Et voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu les coulisses, n'hésitez pas à nous suivre en live sur Twitch comme on est maintenant. Des fois, on est obligé de reprendre, de machin. Parce que, là, j'étais, je sais pas, j'étais dans un autre monde peut-être. Mais ouais, c'est pas toujours évident de résumer les chapitres quand ils sont particulièrement longs. Ouais, on essaie de faire au mieux. Et donc, du coup, Marie, tu vas rester avec nous pour l'after show. On fera un spécial Dolores Ombrage, comme on a dit. On va prolonger la discussion sur Ombrage, ce qu'on sait d'elle, ce qui arrive ensuite, quelques informations aussi, Pottermore sur le lore en général, dépasser un petit peu les livres. Et voilà, ça sera du coup en podcast after show pour les abonnés Patreon. Voilà. Et on ne vous le cache pas qu'on va le faire un autre jour. Oui, oui. On a pris un petit peu cette habitude depuis quelques épisodes et c'est pas plus mal d'enregistrer les after shows. Parce qu'on est plus concentré et du coup moins fatigué et tout, et on peut vraiment apprécier l'after show. Exactement. Tradition oblige, on n'oublie pas de citer les tipeurs en cette fin d'émission. Merci à Corsetilou, Marinette, Kia, Dispirit, Bispac, Lucie, Aurélien, Pokipims, Errol, Sophie... J'arrive plus. Pamela, Mugiwara, James, Chloé. Et attention, 2 autres. Merci. Ouais, bienvenue à Tamigneux et Liosa. Il faut que je mette le petit truc. Non, mais c'est incroyable. On a encore des irréductibles tipeurs et encore plus. Je crois que c'est la petite trompette magique là qui les font venir. Non, mais merci beaucoup, Tamigneux et Liosa. N'hésitez pas. Alors, il n'y a pas de contrepartie vraiment. Sur Tipeee, mais la page est toujours ouverte et vous êtes cité. Mais il faut juste cocher comme quoi vous voulez que votre profil soit public ou quelque chose comme ça. Parce que sinon, on ne cite pas votre pseudo, évidemment. Après, il y a un truc qui est très américain à faire, c'est offre-moi une bière, faire-moi découvrir un café ou un soda ou un truc comme ça. Ouais. Ou quand il n'y a pas de contrepartie, finalement... les auditeurs nous disent découvrez telle boisson ou tel gâteau et en fait oui, il
Ils font ça, en fait, par exemple, à Distorsion. Victoria Charlton, peut-être. Ah, c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, Ils sont, oui, c'est au Québec. Ils sont plus avancés là-dessus. Ouais. C'est une tournée de bière, tournée de bière à Distorsion. Ok. Voilà. Donc, quant à nous, on se retrouve soit en after show Patreon, soit pour le prochain chapitre de ce tome 5 qui s'intitulera Retenue douloureuse avec Dolores. Aïe, ça risque de faire mal. Prenez soin de vous en attendant et à bientôt. Bye bye. Salut.